Les Anglais reçoivent les Gallois, l'Écosse, la France. Karim Ulen gagne la seconde descente d'Aspen aux États-Unis. Le Canadien deuxième la veille devance de 5 centièmes le Norvégien Skardal. À la troisième place, un Italien, Pietro Vitalini. Le premier Français, Jean-Luc Crétier, est huitième. Autre victoire canadienne en Coupe du Monde de ski artistique à Altenmark en Autriche. Jean-Luc Brassard confirme son titre olympique. Derrière lui, le Russe Choupletsov. Edgar Gros-Piron est troisième. C'est le même podium qu'à Lillehammer. La Vasalopette, c'est 89 km à ski de fond. La course la plus longue du monde se déroule à Mora en Suède. Le spécialiste de l'épreuve est d'ailleurs suédois. Jan Ottosson s'impose pour la 4e fois. Son temps, 4 heures, 6 minutes, 19 secondes. Le Norvégien Sivertsen est deuxième. Le Fus, un autre Norvégien, prend la 3e place. L'Italien Mario Cipollini enlève au sprint la première étape de Paris-Nice, 189 km entre Fontenay-sous-Bois et Orléans. Il devance 2 de ses compatriotes, Baldato et Léoni. Cipollini avait remporté l'année passée 3 étapes de Paris-Nice au sprint. Du basket avec le All-Star Game à Tours. La sélection des meilleurs étrangers de France bat une sélection des meilleurs Français de 2 points, 110 à 108. La finale du trophée Andros au Bourget, une course en principe sur glace. En principe parce que dimanche, elle avait fondu la glace. Victoire de François Chose sur Méga, derrière lui, 2 AX de Bénard et Malcher. Le tournoi international de GRS, gymnastique rythmique et sportive à Thiers, succès de la Bulgarie dans la finale 6 arceaux. En individuel, une autre Bulgare triomphe, Olga Goutard. Original, le premier triathlon indoor de Bercy. Les meilleurs mondiaux étaient présents. Au menu de la natation, 400 mètres sur un bassin olympique. Du vélo, une piste en bois de 250 mètres pour y parcourir 8 km. Et de la course à pied sur une piste d'athlétisme. L'épreuve est courue sur 3000 mètres. Un triathlon très visuel, rythmé, remporté par l'Australien Stewart. C'était Sport 6 avec ASICS. Ça y est, le Cap Horn est franchi. 48 jours, 2 heures et 32 minutes après le départ de Brest. Enza passe donc en tête, le 3e et dernier cap de ce duel. Et Peter Blake, le co-skipper néo-zélandais, peut être en partie rassuré, car en quittant le Pacifique pour un océan Atlantique plus accueillant, c'est une difficulté supplémentaire de ce duel qui disparaît. Mais surtout sa position lui permet de compter plus de 5 jours d'avance sur les 79 jours, le record de Bruno Perron. Pour Lyonnaise des Eaux-du-Metz, c'est pas mal non plus, c'est même très bien. Le bateau continue sa remontée. Dans une mer difficile et confronté à des conditions météo capricieuses, Kersozon et ses 4 équipiers ont réussi un véritable exploit en effaçant en un peu plus de 10 jours les 3/4 de leur retard. Aujourd'hui, l'on estime que l'écart entre les deux bateaux avoisine les 350 000, 650 km environ. Lyonnaise des Eaux-du-Metz, dont le parcours est représenté en noir, a franchi le Cap Horn à 18 heures, c'est-à-dire un peu plus de 24 heures après Enza, représenté en blanc. À présent, cap sur le nord, pour une longue remontée d'environ 16 000 km, destination Brest. Mais retour à bord d'Enza pour essayer de partager quelques moments d'émotion et d'angoisse. Le froid, un vent fou, une mer avec des creux de près de 20 mètres et des icebergs. C'est dans ce décor que se sont battus ces 8 hommes. Les glaces, dans cette partie du monde, c'est la hantise permanente des navigateurs. Certains blocs mesurés au sextant
était long de près de 2 km pour une hauteur de 70 mètres. Durant les 10 derniers jours, un homme était en permanence à l'avant d'une des 2 étraves pour guetter les redoutables petits blocs de glace dérivant. Peter Blake a avoué qu'en 30 ans de mer, il n'avait jamais rencontré des conditions de navigation aussi mauvaises. M6 avec Télépoche présente Mémopub. Bonsoir, flash spécial concernant la disparition mystérieuse de l'animation Mémopub au milieu de la nuit. Nous lançons un avis de recherche national. Voici les dernières images de l'animation du jour. Je suis à l'antenne. Oui, vous qui nous écoutez, si vous la reconnaissez, cochez vite dans votre grille Mémopub. Plus vous serez attentif, plus vous aurez de chances d'être récompensé. Voiture, lecteur CD vidéo, téléphone sans fil répondeur et abonnement à Télépoche. Pour tout savoir et trouver la grille de jeu, rendez-vous dans Télépoche ou sur 3615 M6. Mémopub, écoutez, cochez et c'est dans la poche. Dans un instant, spécial Capital. La grande bouffe. Présenté par Emmanuel Chat. Consonne. Voyelle, Consonne. voyelle, Consonne. consonne, Voyelle. voyelle. Consonne. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Retraite, prévoyance, on est si heureux, alors on oublie d'y penser. Maladie, assurance. Désormais, voici ce qui vous permet d'être rasé plus près que jamais. Des lamelles en élastomère que l'on trouve exclusivement sur le nouveau Gillette Sensor XL. Ces lamelles souples sont placées avant les doubles lames montées sur ressort de Sensor XL. Les lamelles tendent votre peau en douceur pour redresser les poils de votre barbe juste avant le passage des lames. Ainsi, vous êtes rasé d'encore plus près, avec une extrême sensation de confort. Pour être rasé plus près que jamais, nouveau Gillette Sensor XL. Aujourd'hui, à l'école, on a tous dessiné notre maison et notre voiture. Il y en a plein qui ont fait une grosse voiture, sauf un qui a fait une grande maison. La X est la voiture de ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Je peux passer des heures à photographier des produits de beauté. Tiens, à propos, voilà un vrai produit de beauté, Playtex. En fait, nous sommes tous les deux au service de la beauté. Mettre en valeur l'harmonie d'une courbe. Souligner un détail, révéler une forme. Playtex, la beauté des formes. Mode à lancer. Je vous demande pardon. Vous êtes très séduisante. Nous partions. Montons à bord. Je sais ce que tout le monde dit de moi. Le public vous adore. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir tous nos héros de la première nuit des séries. Je dois admettre que j'ai été très flatté. Merci à vous tous. Je suis vraiment flatté. Je vous en supplie, faites que ce ne soit pas un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. La nuit des séries aura bien lieu le 8 mars. Stars et invités hors série sont déjà au rendez-vous pour le premier anniversaire de Série Club, la chaîne câblée 100% série. Vous avez été nombreux à gagner les places offertes par M6 et le Grand Rex à Paris affiche complet. Mais soyez quand même de la fête. Pour voir en grand ce que vous avez toujours vu en petit, câblez-vous sur la soirée événement en direct sur Série Club et bientôt sur M6. Spécial Capital à suivre avec Compaq, constructeur informatique. Compaq à suivre. Bonsoir, après la presse, deuxième soirée spéciale de Capital. Nous allons plonger ce soir dans un univers qui nous est très quotidien, notre alimentation.
85% des produits que nous mangeons aujourd'hui sortent d'une usine. À l'heure du tout industriel où les machines tournent sans mal et où la copie semble facile, quel intérêt avons-nous à acheter des grandes marques et non des premiers prix? Pour commencer cette émission, nous irons dans les laboratoires où l'on tente d'imiter les recettes exclusives des marques nationales. Des secrets des labos aux rayons des grandes surfaces, nous remonterons jusqu'au hard discounter, là où les produits sont les moins chers aujourd'hui en France. Moins 20, moins 30, moins 40%, mais comment font-ils? Et les producteurs dans tout ça, la matière première perd chaque jour de sa valeur, sont-ils les laissés pour compte de la grande bouffe? Nous verrons à quel prix certains s'en sortent. Enfin, nous irons dans deux endroits surprenants. Dans les coulisses des restaurants où le pire, comme le meilleur, vous allez le voir, nous attendent. Et puis à Moscou, où nous suivrons l'étonnant commerce de Monsieur Georges, qui revend nos restes, les invendus de l'industrie, aux Russes. Mais tout de suite, commençons par aller dans l'une des usines les plus impressionnantes de cette industrie. Chaque jour, 2 millions de paquets comme celui-ci sortent des chaînes Barilla, une énorme machine au service d'une marque. Voici la plus grande usine de pâtes du monde. Nous sommes à Parme, en Italie, le berceau de la famille Barilla. Ici, on ne se déplace qu'à bicyclette. Chaque jour, 100 camions apportent la semoule de blé dur. Elle tombe directement dans ces mélangeurs. Il faut un peu moins d'1 kilo de semoule à 2,40 francs le kilo pour 1 kilo de pâte. Un seul homme surveille la distribution dans les différents silos. Après, on ne verra plus rien. La semoule est mélangée dans des cuves à de l'eau. 25% d'eau au total. Tout est acheminé par tuyau jusqu'aux 11 chaînes de production. Regardez, ce grand tapis qui défile, c'est de la pâte humidifiée. Il suffit alors de la découper à la forme souhaitée. Et voilà les fameux farfallone. Ici, ce sont les penne, découpés à l'hélice. Chaque jour, 1000 tonnes de pâtes sortent de cette usine. 1000 tonnes, de quoi faire 2 millions de paquets de 500 grammes, avec seulement 40 personnes qui se relaient jour et nuit. Tout est automatisé et depuis longtemps. En 10 ans, les gains de productivité ont permis de construire, juste à côté, une autre usine de biscuits. Ici, le spaghetti est roi. 400 tonnes par jour, soit 40% de la production totale. Direction le four, où ils vont sécher à 80 degrés. On ressort du four et on va gentiment à la découpe avant d'être regroupé pour l'emballage. Avanti les spaghettis, près de 5 paquets à la seconde, on est numéro 1 mondial ou on ne l'est pas. Les mêmes spaghettis, Barilla les vend moins cher en Italie où ils dominent le marché qu'en France où ils visent le haut de gamme. Mais chez nous, 13 francs le kilo, c'est pas un peu cher? Ce sont des pâtes qui viennent d'Italie, qui sont vendues en France dans une grande chaîne de magasins et elles sont vendues 3 à 4 francs le kilo. C'est-à-dire que par rapport à vos pâtes, elles sont à peu près 3 fois moins chères. Ma question est simple. Est-ce qu'elles sont 3 fois moins bonnes ou est-ce que vos pâtes sont très chères? No, la ragione sta nel mezzo. Non, la vérité se situe entre les deux. Ces pâtes ne sont pas 3 fois moins bonnes que les nôtres. Et nos pâtes ne sont pas 3 fois plus chères. Questa pasta è sicuramente qualitativamente inferiore alla Barilla. Ces pâtes sont qualitativement inférieures aux Barilla, c'est sûr, parce qu'à ce prix de vente, elles ne peuvent contenir les matières premières d'excellente qualité qui sont contenues dans les Barilla. Che sono invece contenute nel prodotto Barilla. Mais pour ces 2 paquets de spaghettis, le spaghetti Barilla est à 13,40 francs, alors que nous sommes en marque Cora à 7,20 francs pour chaque fois 1 kilo de spaghettis. Mais Barilla a son image. La firme avoue consacrer 5% de son chiffre d'affaires à la pub. Reste que ramené au poids, Depardieu ne pèse encore qu'à peine 60 centimes par paquet de 1 kilo. Si on économise les honoraires de M. Depardieu, on peut peut-être améliorer les prix au profit du consommateur. La pub enlevée, il reste encore plus de 5 francs de différence. Où va le reste?
Il costo totale del prodotto è fatto in gran parte da... Le coût total du produit est fait en grande partie par le prix des matières premières, la force de vente, le marketing et puis aussi la main-d'œuvre. Et si je vous demande quelle est la marge que vous faites sur 1 kilo de pâte? Ma anche questo io non lo posso dire. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Posso assicurare che sono margini. Mais je peux vous assurer que nos marges sont relativement basses. I nostri profitti li facciamo Notre profit, nous le faisons essentiellement sur l'énorme quantité de pâtes que nous vendons. Mais le profit sur un paquet comme celui-ci est très bas. Quand nous vendons des produits à marque distributeur, nous n'avons aucun frais commerciaux. J'assure personnellement les contacts avec mon directeur commercial direct auprès des grandes centrales. Donc il n'y a pas de gens qui se promènent sur les routes, il n'y a pas de frais de publicité. Et nous avons donc une économie, bien entendu, substantielle au niveau du prix de revient. Ce n'est pas le numéro 5 de Chanel, c'est le numéro 5 de Barilla. Un point commun entre les deux marques, ce sont leurs plus fortes ventes. Premier invité, Georges Setoshin, qui analyse nos comportements dans les linéaires, qui est capable de nous dire pourquoi on va acheter tel paquet plutôt que tel autre. Monsieur Cora, on l'a pas vu dans ce reportage, nous dit, moi je vous mets au défi de me dire si mes pâtes sont différentes des Barilla, par exemple. Est-ce que ce sont les mêmes? Pour un martien, oui. Pour un humain, non. Non, parce que ces pâtes, d'abord vous avez une pâte sous carton et l'autre sous cellophane, c'est déjà deux choses totalement différentes, demandez à une ménagère. Ensuite de quoi, dans l'assiette, ça n'a pas du tout le même sens. Il y a une poésie, il y a toute l'Italie dans l'assiette, et la ménagère est très heureuse d'amener ça à sa famille. Et ça vaut la différence de prix. Les marques aujourd'hui peuvent justifier des écarts de prix autrement que par le produit qui peut-être est différent d'ailleurs. Elle le justifie par un point simple, c'est que ces pâtes sont achetées. Si elles sont achetées, c'est que ça plaît, et si ça plaît, c'est le seul juge de paix qu'on peut estimer aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus lucide, il n'a pas envie de se faire avoir, et donc il est souvent tenté par des marques moins chères quand il a l'impression que c'est un peu la même chose. Comment une marque peut-elle apporter un plus et justifier un plus? Alors, il y a marque et marque. Je crois qu'il ne faut pas globaliser. Il y a des marques qui apportent un plus parce que, véritablement, elles amènent, par exemple, un goût extraordinaire. Je vais prendre l'exemple de Nutella, l'exemple de Ricard, c'est inimitable. Donc, le consommateur veut cette marque parce qu'il a un plaisir à les prendre. Et il en dépend ensuite, parce que... Bien sûr. On a vu, par exemple, que pour Coca, qui a un goût très particulier et très difficile à imiter, secret industriel, c'est parfois facile d'imiter un goût meilleur en aveugle, mais on achète Coca. Oui, mais on achète la bouteille de Coca, on achète beaucoup de choses de Coca. Et puis, il faut bien faire attention, il y a des heavy users, ceux qui consomment du Coca à longueur de journée et ceux qui en prennent de temps en temps. C'est comme le Ricard. C'est comme le Ricard. Eh bien, je peux vous dire que les heavy users ne se trompent pas. Ça, heavy users, ça veut dire les gros utilisateurs. Les gros utilisateurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on peut justifier avec un produit, un goût dont on dépend ensuite, tout un univers autour. On peut justifier comment? Par une innovation, en créant quoi? Quel type de satisfaction? Deuxièmement, on peut aussi être une marque parce qu'on a créé des peurs ou des problèmes aux gens et on répond à ces problèmes. Exemple? L'exemple Oncle Ben's, les peurs des gens, c'est d'avoir un riz qui colle. Un jour, on a créé un riz qui colle pas, on a été le premier, et depuis ce jour-là, un riz qui colle pas, c'est Oncle Ben's, et les gens prennent Oncle Ben's. Il y en a d'autres? Il y a d'autres produits de ce type-là, c'est les eaux minérales par exemple. On a dit aux gens, avec telle eau minérale vous allez maigrir, avec telle eau minérale vous irez plus vite faire pipi. Eh bien les gens sont restés fidèles à ces eaux minérales, pensant que ça va effectivement marcher, et peut-être que ça marche. Ce sont des vrais problèmes ça? Ce sont des problèmes qui sont véhiculés dans l'esprit des gens, donc ils sont vrais. Nous n'avons pas à juger les problèmes des gens, ils sont comme ils sont, et s'ils sont dans la tête des gens, ils existent. Mais c'est essentiellement comme cela que les marques aujourd'hui peuvent se défendre. Elles ont ce moyen-là. Il y a d'autres exemples en dehors de l'alimentation où elles ont créé aussi ces... Je prends l'exemple extraordinaire de Pampers qui a créé Boys and Girls, c'est-à-dire une couche pour les garçons et une couche pour les filles. C'était extraordinaire d'amener ce problème chez la ménagère. Et au fond, aujourd'hui... Sur un marché qui était complètement banalisé. Complètement plat et qui commençait à se banaliser. Eh bien, Pampers a eu l'idée d'une innovation extraordinaire. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu. Et c'est vrai d'ailleurs que les petits garçons et les petites filles ne font pas pipi de la même façon. L'image, le standing, est-ce que ça a toujours un rôle aujourd'hui? Ça a de moins en moins de rôle. Ça a encore un rôle. Je parle en alimentaire. Vous avez l'exemple des whiskies. Dans certains whiskies, c'est vrai qu'il y a du standing. Ça n'est pas vrai pour tous les whiskies. Là, vous avez fait des tests très intéressants. On voit des images là dans un hypermarché, quelqu'un qui hésite. Alors, quels sont les seuils de prix à partir desquels on achète des marques et en dessous desquels on achète des non-marques? Pour recevoir des amis, quand on veut montrer à ses amis qu'on est bien, on achète au-dessus de 100 francs.
Pour boire tout seul ou à deux avec un Coca-Cola ou un Schweppes ou autre chose, on achète à moins de 50 francs. Et même plus bas si on peut trouver. Entre les deux, ça n'a pas de sens de faire un prix alors. Entre les deux, il y a un mauvais positionnement. C'est un mot technique qui dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le consommateur n'en veut pas finalement. Vous connaissez le professeur Estienne? Très bien. Parce que quand on va chez lui, on a vraiment l'impression que les marques sont sinon foutues, en tout cas pas tout à fait à l'aise, parce que tout semble assez facile à imiter. Alors c'est pas tout à fait exact. Il y a des marques inimitables. Ça, on l'a vu, oui. Il y a des marques qui sont en grand péril. Je vais prendre l'exemple des jus de fruits. Ça c'est clair qu'il y a peu de chances que les grandes marques résistent, sauf certaines marques comme Tropicana qui, elles, sont inimitables. Donc il faut faire très attention. Il y a des marques en péril, oui c'est vrai. Alors le professeur Estienne, on va chez lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, en gros? Le professeur Estienne, il vous fait la chose suivante, il vous propose une qualité pour un prix. C'est-à-dire, il vous propose, en tant que distributeur, un rapport qualité-prix. Alors, c'est clair qu'il imite, mais c'est clair aussi qu'il donne une palette de choix aux distributeurs qui vont pouvoir organiser leur politique de prix. Alors, allons maintenant dans ce laboratoire étonnant. Le professeur Estienne, donc, conseille souvent des distributeurs qui cherchent à imiter les grandes marques nationales. On savait qu'on pouvait imiter les emballages. On va voir maintenant qu'on peut également imiter les contenus, et ça n'est pas illégal. Marseille. 40 000 produits sont envoyés chaque année ici par des producteurs et des distributeurs pour être analysés dans ce laboratoire, la Servac, dirigé par le professeur Estienne. Vous vous souvenez des produits libres de Carrefour, la première marque d'un distributeur? C'est ce chimiste qui l'a lancé en 1976 avec Jacques Séguéla. Mieux que personne aujourd'hui, il sait ce qu'il y a dans toutes les boîtes que nous achetons. Chaque jour, il analyse pour ses clients plus de 200 produits. Il juge de leur qualité, de leur goût, de leur degré d'innovation. Il est devenu l'interlocuteur numéro 1 de tous ceux qui veulent s'approcher de la qualité des grandes marques. Bonjour Épinard. C'est parti pour les tests. Un distributeur fait contrôler le moelleux d'un pain de mie. Un autre vérifie le poids des paquets de bonbons qu'un industriel lui livre. Tel fabricant fait analyser les noisettes que contient le chocolat d'un concurrent. Décortiqués, testés, ces produits seront demain dans les grandes surfaces. Ils sont souvent fabriqués par de petites PME qui cherchent à décrocher ces marchés. Pour cela, elles copient l'emballage des grandes marques, également la recette. Vous allez avoir un distributeur qui va dire « Moi, ma cible, c'est Danette ». Vous allez avoir un distributeur, comme je vous disais, comme Carrefour, qui va dire « Moi, je veux un produit original, je ne veux pas que mon produit ressemble à celui du leader ». On nous demande de faire un contre-type de Coca, mais nous avons obtenu des formules qui plaisent aux consommateurs plus que le Coca-Cola. Ce matin-là, un petit fabricant, Roxane, a envoyé au professeur Estienne un soda à l'orange. C'est une nouvelle recette à tester. Avec quel objectif? À mon avis, il veut faire un produit très frais, un petit peu qui soit concurrent à Fanta. Enjeu, être moins cher et meilleur que les marques nationales. 70 scientifiques travaillent ici. Après avoir vérifié que le produit est conforme à la législation, taux de sucre, acidité, matières premières, il est dans les moindres détails comparé à chacun de ses concurrents. Le professeur Estienne et son équipe demandent 50 000 francs et 2 mois avant de rendre leur verdict. Si la formule est au point, reste à tester le goût dans un autre laboratoire du professeur Estienne. Tous les jours, un jury d'une dizaine de personnes vient y passer 2 heures pour tester les produits. Ils sont payés pour cela entre 100 et 150 francs. Les personnes qui viennent faire ces tests sont soigneusement sélectionnées. Par exemple, on élimine des gens qui ont ce qu'on appelle des gosiers d'acier, qui n'ont pas de papilles. Mais tout peut donc s'imiter aussi facilement? On dit pourtant Nescafé incopiable. Arôme, solubilité rapide, donc c'est une avance technologique indiscutable. Il est inimitable? Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait des producteurs de café qui puissent donner un produit de ce type. Mis à part Nescafé et quelques autres, il semble facile d'imiter les produits. D'après le professeur Estienne, l'avance technologique dans cette industrie de l'alimentation est faible. Alors les marques perdent du terrain. Aujourd'hui, elles représentent encore 60% du marché, mais d'après les projections pour l'an 2000, c'est dans 6 ans, elles n'en détiendraient plus que 40%. Qui y aura-t-il à la place dans les grandes surfaces? Invité Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, vous n'avez pas honte comme ça de copier, on l'a vu dans le sujet du professeur Estienne, de copier les grandes marques?
Non, je crois que c'est pas la tendance. C'est tout à fait vrai que les marques de distributeurs, dans un premier temps, ont été lancées contre les marques industrielles, mais aussi avec une certaine complicité des industriels, puisque ce sont ceux-là même qui les fabriquaient, nos marques de distributeurs. Qui les fabriquent toujours. Et qui les fabriquent encore, mais de moins en moins, parce que de plus en plus, les distributeurs acquièrent un savoir-faire, s'entourent de services marketing, de services de qualité, ou font appel à des laboratoires comme ceux qu'on vient de voir, et ils ont désormais une autonomie de décision pour travailler sur leur gamme, pour assouplir leur gamme, et donc ont une stratégie de plus en plus autonome. C'est-à-dire que les industriels n'ont pas su faire leur boulot? Si l'on regarde comment les centres Leclerc, qui misaient sur les marques industrielles principalement, ont réagi, oui, c'est un peu vrai, puisqu'au fond, c'est le positionnement trop élevé en prix des marques industrielles qui nous a amenés nous-mêmes à créer des marques de distributeurs. Parce qu'il faut bien voir qu'au départ, la marque industrielle, l'atout de la marque industrielle, c'était d'être moins cher que le produit en vrac, que le produit brut. C'était ça la force de la standardisation avec la stratégie publicitaire des premières marques industrielles. Et puis en fait, depuis trop d'années maintenant, les industriels sur un petit nuage n'ont vu l'innovation que par le haut, tirant les prix toujours vers le haut. Et aujourd'hui, le consommateur ne veut plus payer des produits utilitaires à des valeurs marchandes exorbitantes. Réajustement drastique en termes d'emploi aussi, la productivité toujours plus forte, moins d'emplois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme le patron de Nestlé dit, par exemple, le consommateur aujourd'hui tue l'emploi? Bon, d'abord, c'est un drôle de discours. En économie, on apprend toujours que c'est à l'offre de s'adapter à la demande et non pas au consommateur, considéré comme un colonisé, de venir à tout prix acheter les biens produits dans une économie. Il ne faut quand même pas charrier. Mais on ne fait pas de discours économique là. Le consommateur tue l'emploi ou pas? Le consommateur ne tue pas l'emploi. Le consommateur exprime des besoins. Il n'est pas d'accord pour payer cher des produits gadgets, des produits frimes, des survaleurs, mais il est prêt à payer un bon prix, des vraies valeurs. Nous sommes obligés nous-mêmes d'adapter notre offre en baissant nos prix, mais nous cherchons aussi de nouvelles valeurs ajoutées. Et regardez dans l'hypermarché, vous voyez le retour du fromage à la coupe, vous voyez le retour du secteur traditionnel en boucherie, en charcuterie, en boulangerie, nous fabriquons nos pains. Et puis vous voyez que le rayon traiteur se développe, ça crée de la valeur ajoutée. Ça crée des emplois plus que ça n'en supprime, parce que ça en supprime aussi. Pas de faux procès. La distribution, malgré la disparition du petit commerce, malgré la guerre des enseignes, est créateur net d'emplois. Mais pourtant, la productivité dans l'agroalimentaire aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire, baisse. Elle baisse parce que les prix s'ajustent en permanence sous la pression du consommateur. Ça, c'est une réalité. Les emplois industriels baissent. Comment en créer d'autres? Mais il est tout à fait normal que dans une société post-industrielle qui va justement vers le développement des services, que la productivité de l'agriculture et de l'industrie décline. C'est le propre de la nature de ces nouvelles activités où le secteur des services va par sa productivité, compenser la perte de productivité de l'industrie ou de l'agriculture. Et tout le problème, donc, aujourd'hui, c'est d'intégrer que le commerce fait partie du service et qu'il est demain le principal vivier de création d'emplois. Ce qui est clair, c'est que vous êtes les maîtres du jeu. Aujourd'hui, dans les linéaires, quand il y a des marques ou des contre-marques qui prennent la place d'autres marques, comment vous sélectionnez ceux qui restent? En période de crise, il est tout à fait vrai que le distributeur a plus de latitude, de flexibilité que l'industriel, qui a un délai de réponse au marché beaucoup plus long. Mais donc notre problème à nous, c'est pas de faire une économie sans les industriels. Dans le groupe Leclerc, on préférerait avoir des marques industrielles. Mais si les marques industrielles veulent à tout prix vendre plus cher que les attentes du consommateur, on les vendront pas. Donc il faut aujourd'hui qu'industriels et distributeurs prennent conscience que c'est le consommateur qui fait le marché. C'est pas la peine de diaboliser le distributeur. Il n'est que l'interface avec le consommateur. Et à contrario, c'est pas en vendant plus cher qu'on va vendre plus et créer des emplois. Pas diaboliser, mais vous êtes perçu parfois comme le diable. Il y a des industriels qui nous ont dit chez Leclerc, pour rester, il faut payer toujours plus. Écoutez, de toute façon, le jour où je vendrai plus cher, où Leclerc sera plus cher, on n'emmerdera personne. Donc c'est bien la corrélation, elle est tout à fait juste. Plus on dira du mal de Leclerc dans l'industrie, et plus ce sera un signe qu'on est performant en prix. En tout cas, vous avez encore du boulot parce qu'il y a encore moins cher que vous. Eh bien, il faudra le prouver, parce que nous, on n'a pas l'intention de se laisser avoir. On va le prouver maintenant, merci. Nous allons maintenant là où se vendent les produits les moins chers de France. On les appelle les hard discounters. Ils cassent les prix jusqu'à 40% en dessous de ceux pratiqués dans les grandes surfaces. Un mouvement lancé en Allemagne dans les années 50 par 2 épiciers protestants. Ici, la marque n'a plus le droit de citer. Seuls les prix comptent et il arrive que la qualité suive. Recette, Jean-Paul Billot. Silence, on vend. C'est la devise des hard discount. Car aujourd'hui, c'est la guerre entre les 10 enseignes qui se partagent cette nouvelle forme du marché de l'alimentation en France. Les enjeux sont considérables. Le chiffre d'affaires du hard discount augmente de 80% par an. Alors c'est la course.
Chaque enseigne Hard Discount veut s'implanter la première en laissant filtrer le minimum d'informations aux concurrents. Chaque jour, un nouveau magasin ouvre ses portes en France, mais les caméras ne sont pas les bienvenues. Allô? Nous ne communiquons pas avec la presse, enfin avec la télévision. On ne participe pas à ce genre d'émission. Ça ne fait pas partie de notre système de travail. Lui, c'est le mutant du Hard Discount. Il ne fait jamais comme les autres et a accepté de nous ouvrir ses portes. Il s'appelle Roger Ducrotté et dirige aujourd'hui 100 magasins. Il en aura le double à la fin de l'année. C'est l'un des challengers les plus sérieux des leaders. Sa force à lui, c'est d'avoir un réseau. Les mutants ont été créés en 86 par les coops de Normandie. À l'époque, ces magasins perdaient de plus en plus d'argent. Le mutant a redressé la barre en créant une nouvelle forme de distribution. Secret bien gardé de cette réussite, la gestion. Les gens qui pensent qu'ils peuvent faire du hard discount comme on joue à l'épicière quand on a 10 ans, c'est une erreur fondamentale. Il y a des règles de gestion dans un hard discount qui est très important. Et qui sont très importantes. Et ces règles, si elles ne sont pas respectées, les gens vont se casser la figure. Et alors, les gens qui les ont découvertes, ils vont pas s'amuser à les filer à leurs petits copains. Hein, ils préfèrent quand même que ce soit eux qui en profitent. C'est ce qui me semble un peu naturel. Le premier secret du hard discount, c'est le magasin. Ici, très peu de stock en réserve, tout est transféré directement du camion rayon par palette entière. L'arme absolue des employés, le cutter, pour ouvrir les cartons. Mais là, s'arrête la manutention. Les produits ne sont jamais déballés et alignés sur des linéaires comme dans un supermarché classique. Gain de temps, gain de personnel. Autre originalité, la polyvalence obligatoire des employés qui passent des rayons à la caisse sans problème. Pas de musique d'ambiance et un simple éclairage néon pour limiter les frais. Enjeu numéro 1 pour les hard discount, réduire les frais de transport. En moyenne, prix fournisseur, le kilo de marchandises coûte 7 francs au mutant, le même kilo coûtera 14 francs pour un hypermarché classique. Le coût du transport, lui, est toujours fixe, mais pour le mutant, c'est cher. Il faut savoir que pour transporter une tonne de produits hard discount, ça coûte 3 fois plus cher que de transporter, par rapport au chiffre d'affaires, ça coûte 3 fois plus cher que de transporter une tonne de marchandises dans un supermarché. Donc, il faut trouver des solutions de logistique. Entrepôt du mutant. C'est d'ici que partent les camions à destination des magasins. Ces préparateurs suivent à la lettre les instructions du bon de commande établi par chaque responsable de magasin, mais la commande ne suffit pas toujours à remplir un camion. Lui, c'est Monsieur Plus. Son boulot, remplir le camion au maximum. Le magasin n'a pas commandé de papier toilette, mais ça ne fait rien, il en aura quand même. Monsieur Plus, il est chargé de remonter les palettes un maximum, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 1,70 m, on le remonte. On choisit les colis les plus légers de manière à ne pas écraser les vides palettes, et de manière à parvenir à entre 2 mètres et 2,20 m. Sans Monsieur Plus, il aurait fallu payer 120 camions supplémentaires, économie réalisée, 2 millions de francs par an. L'attrait principal du hard discount, ce sont les prix, en moyenne inférieurs de 20 à 30% par rapport à ceux des hypermarchés. Mais ici, on n'a pas le choix. Il n'existe qu'un seul produit par catégorie. Pour les fabricants, c'est la bonne affaire, car ils ont le monopole de la vente sur un type de produit. Mais encore faut-il être retenu, et là, l'examen de passage est difficile. Bien, alors Monsieur Macouin, tout d'abord, je vous salue. On n'a pas l'occasion de se connaître. Pardon ? On n'a pas l'occasion de se connaître. Si, je vous ai rencontré. Réunion au sommet entre le directeur commercial de Général d'Arachide et le directeur des achats du Mutant. Ah bon ? D'accord. Donc voilà. Donc les volumes qu'on a aujourd'hui, avec 95 magasins, théoriquement, à la fin de l'année 94, ils vont doubler, puisque de 95 magasins, on va passer à 200. Voilà l'enjeu du marché pour le fabricant. Passons maintenant aux choses sérieuses, le prix du paquet de pistaches. Le Mutant a déjà des propositions venant d'autres industriels. Je crois que c'est en 26-28, d'ailleurs à un prix très intéressant. Ah non, 28-30. Oui. 28-30. Mais là, bon, je dirais que j'ai un prix oui, alors attention qui me paraît canon. Attends, oui, moi je peux vous faire des prix extrêmement canons, monsieur Gilbert. Garantie, attention. Hein. Moi, les prix que j'ai là, par exemple, sont garantis jusqu'au 1er août 94. Ah bah attendez, je vais vous donner quelque chose de mieux que ça, là. Alors bon, est-ce que j'ai bien. Alors, 12, ça fait à peu près 6 francs. Le 250 grammes. Ouais. Bon, bah, là c'est un peu au-dessus de ce que j'ai, mais je vais m'assurer quand même. C'est mal parti pour le vendeur. Je peux vous faire, oui. C'est bien. Je peux vous faire moins cher que ça, hein. C'est exact, hein. Écoutez, si vous pouvez me faire moins cher dans la même qualité, je suis preneur, hein. Quelques calculs plus tard, nouvelle proposition. On peut être aux environs
C'est taillé à la louche, à la hache plutôt d'ailleurs. C'est le camembert qu'on fait la louche. À la serpe, là. À la serpe, oui. Bon, disons que on peut tirer un 30 palettes à 5 francs 55. D'accord. Le 250 grammes. Bon. Là, je pense que vous êtes dans le marché. Oui. Vous êtes dans le marché, mais alors, pouvez-vous m'échantillonner d'un paquet? Le prix proposé pour les pistaches est bon, mais ce n'est pas encore gagné. Le directeur des achats du Mutant ne prendra sa décision qu'après avoir fait tester le produit. Car pour les hard discount, la qualité ne doit jamais descendre en dessous d'un certain seuil et l'emballage doit séduire le client, comme celui des grandes marques. Le packaging, il n'est pas extraordinaire au niveau de l'accroche client. Par rapport aux produits qu'on a aujourd'hui chez Benoît ou autre, si vous voulez. Oui. Bon, déjà là, la couleur, à mon avis, moi je la trouve entre guillemets assez merdique, faut le dire. Il faut dire, M. Gelsbergen, on arrive là dans un domaine très subjectif. Tous nos emballages correspondent au code couleur qui existe dans ce milieu, dans ce marché. Le directeur commercial de General Arachide doit trouver les bons arguments, car la mise au point du packaging a déjà coûté 500 000 francs. À ce prix-là, il n'est pas prêt de le faire changer tout de suite. La réponse du Mutant n'arrivera que dans quelques semaines, après avoir fait tester sérieusement la qualité des produits. Parce que autant le client chez lui il se rappellera que le produit est pas bon, il se rappellera pas toujours le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, si c'est dégueulasse, alors il se rappellera. On les appelle les écaliens. Ce sont les élèves de l'école des métiers de la distribution basée à Rouen. Dans 1 ou 2 ans, ils seront chefs de rayon dans un supermarché. Mais pour l'instant, ils sont en voyage d'études chez le Mutant. Enquête serrée pour connaître les secrets bien gardés du hard discounter. On va laisser le 200. Et l'évolution du magasin, vous constatez des augmentations de chiffre d'affaires régulières? Tout à fait. Oui. Quels sont les produits sur lesquels vous margez le plus? Enfin, les familles. On se fixe une marge de 14% à peu près sur tous les produits. On rentre les chiffres dans la calculatrice. Premier bilan. Conclusion, c'est qu'ils font beaucoup de résultats a priori. Vu les frais engendrés au départ pour la surface et par rapport donc aux frais de personnel qu'il y a, le résultat dégagé semble supérieur à un hyper classique. Par rapport à des supermarchés traditionnels qui sortent en moyenne des résultats après impôt de l'ordre de 1 à 1,5%, les plus performants des hard discount sortent sans doute des résultats après impôt de l'ordre de 4%. Deuxième objectif pour les étudiants, la nature des produits proposés à la vente par le hard discounter. Pour le poivre et la purée, pas de problème. Les cartons d'emballage indiquent clairement la provenance. Mais pour les autres produits, mystère. De toute façon, il est vrai que ce sont les grandes enseignes, les grands producteurs qui font les marques des hard discounters, mais on ne retrouve pas le nom de la société leader. On ne va pas retrouver sur une boîte de petits pois Dossi, même si c'est Dossi qui crée le produit. Bon, d'accord, mais alors comment on peut faire le consommateur pour s'y retrouver? On regarde sous la boîte, on trouve un code qui donne le numéro de l'usine. C'est comme ça qu'on peut vérifier d'où viennent les produits. Regardez ces 2 boîtes de poivre. Sur le produit hard discount, on lit le code EMB 84080. Le même numéro figure sur l'étiquette du produit de marque vendu en hypermarché. Il y a des fabricants pour qui c'est un débouché important. Ils ne fabriquent pas 2 produits différents, l'un pour le hard discount et l'autre pour d'autres chaînes de magasins. Donc c'est le même produit et ça peut être un produit de très très bonne qualité. On dit que dans les assortiments de supermarchés discount, il y a des produits qui sont très mauvais, d'autres qui sont donc très bons. Alors donc la société Nielsen a étudié 50 produits et la comparaison scientifique des critères de qualité montre que dans 20% des cas, les articles hard discount sont meilleurs que les grandes marques nationales et dans 36% des cas, de qualité identique. La qualité est donc souvent au rendez-vous chez les hard discounters. Mais dans bien des cas, ce n'est pas de la qualité France. 25% des produits du Mutant sont importés. Les industriels étrangers ont compris les premiers que le marché du hard discount était à prendre. Les gâteaux apéritifs sont espagnols, le chocolat en poudre allemand, rapport qualité-prix imbattable. Mais depuis quelques mois, les industries françaises se réveillent enfin. Bon, par exemple, ça c'était un sucre qui venait de Hollande. Maintenant, on va avoir un sucre français parce que nous tenons à avoir des produits français. Mais les produits d'importation, quand même, ça fait partie... Ça fait partie des règles du jeu. Ça a au moins le mérite, quand c'est des bons produits, de donner un peu de tenue à nos industriels qui ont tendance à croire qu'ils possèdent la vérité.
alors ils ne possèdent pas la vérité, c'est parce que il faut qu'ils se remettent en cause, comme nous on s'est remis en cause. Il n'y a aucune raison qu'ils ne s'y mettent pas. Mais alors là, quand même, vous leur faites un petit peu de chantage d'une certaine manière. Vous leur dites, moi j'achète à l'étranger si c'est pas compétitif. Non, on leur fait pas du chantage, on leur apprend à travailler, c'est pas pareil. Avec les autres hard discounters, le mutant veut imposer sa loi aux fabricants français. La part du hard discount représente aujourd'hui 4% du commerce de détail alimentaire. En l'an 2000, ce sera plus de 10%. Les industriels n'ont pas le choix. Si demain, le hard discount arrive à 25%, ils travailleront plus sur 75% du marché. Autrement dit, il va y avoir de la coche chez eux. Donc il faut qu'ils... C'est inéluctable, ils y viendront. Et ils y viennent déjà, mais très discrètement. Le groupe CPC produit ainsi la marque Benko et aussi 3 autres marques de granulés chocolatés que l'on peut trouver dans des hard discount ou comme produit premier prix dans des supermarchés classiques. Différence de prix entre la marque leader et ses copies, 2,50 € en moyenne. Question, le produit est-il identique? Que justifie un tel écart de prix? Comment sont fabriqués les différents produits? Réponse. Je ne peux rien vous dire. Sur ce sujet... Non, il n'y a pas d'espoir. D'accord. C'est terrible. C'est terrible, hein? Non, mais sincèrement, je ne peux pas vous le dire. Désolée. Au revoir. Et chez Ducrot, quelle réponse? Un niet, donc pas de possibilité de s'exprimer sur le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, ils rechignent à avouer qu'ils peuvent fournir les supermarchés de hard discount en produits spécifiques pour ces enseignes. Je crois que c'est vrai que c'est tout de même un sacré camouflet pour les grandes marques et que ils n'ont pas forcément intérêt à dire que pour rentabiliser leur outil de production, ils peuvent mettre à mal leur marque en offrant à ces enseignes des produits très compétitifs sur le marché. Les grands groupes se cachent, des petites PME n'hésitent pas à ouvrir leurs portes. Ce sont des entreprises pas seulement spécialisées dans le hard discount, elles fabriquent aussi pour les marques de distributeurs. Villeneuve-sur-Lot, l'usine de fabrication Cereal Food. Lui, c'est le patron, il s'appelle Raymond Legendre et il a fait un constat tout simple. Le marché des céréales petit déjeuner augmente de 28% par an. Face aux grandes marques, une place est à prendre sur le secteur. Résultat, un investissement de 30 millions pour une usine ultra moderne, conçue pour fonctionner avec le minimum de frais. Sur la chaîne Cornflakes, qui tourne 24 heures sur 24, 2 employés seulement. Et pour la matière première, on limite les frais de transport. L'usine est installée dans le sud-ouest, gros producteur de maïs. Sur un gris de maïs pour faire du Cornflakes, on le paye, je dirais, entre 2,25 francs et 2,65 francs. Nous sommes environnés de concurrents et chacun essaye de l'acheter au mieux. Et nous avons la prétention de ne pas être parmi les plus mauvais. Résultat, ce paquet de 375 grammes de cornflakes est vendu au hard discount environ 4 francs. Rapport qualité-prix imbattable. Des réseaux d'hypermarchés ont décidé de faire appel également à Cereal Food pour produire leur marque de distributeur. D'autres distributeurs préfèrent avoir une marque réservée. Et c'est une tendance aujourd'hui, si vous voulez, devant la guerre que se livrent les distributeurs sur les marques premier prix, de se protéger pour que le consommateur ne puisse pas reconnaître un produit par rapport à un autre, etc. Il y a maintenant une grande tendance à sortir ses propres marques réservées, le produit étant bien entendu exactement le même. L'emballage est différent, le contenu est identique et le prix de vente en magasin sera différent selon les distributeurs. Pourtant, Cereal Food vend ses cornflakes au même prix à tout le monde en sortie usine. La vérité économique, c'est le prix départ usine. C'est un prix net départ usine et les différences après tiennent aux conditions de livraison. Est-ce que c'est un camion complet? Est-ce que c'est pas 15 palettes? Est-ce qu'on doit livrer magasin par magasin, etc. Mais ce n'est pas à nous de nous impliquer dans la guerre que se livrent les distributeurs. Et nous n'avons aucune raison d'aller privilégier telle ou telle enseigne. Les hard discounts bousculent le marché de l'alimentation. Avec eux, les consommateurs prennent de nouvelles habitudes. Ils comparent les prix entre les distributeurs et ils goûtent souvent de plus en plus la qualité des produits sans se soucier du nom du fabricant. C'est une vraie révolution commerciale. Alors cette pression sur les prix, bien sûr, les consommateurs en profitent. Les industriels, quoi qu'ils en disent, s'en sortent. Soit ils fabriquent pour eux-mêmes, soit pour les distributeurs, soit même, nous l'avons vu, pour les hard discounters.
Mais si on remonte comme ça le circuit, finalement on se rend compte que la pression, ce sont les producteurs de matières premières qui la subissent, l'agriculteur. Est-il le laissé pour compte du système ? Prenons l'exemple de la pomme de terre. Les cours varient en fonction des récoltes. Actuellement, ils sont au plus bas. Alors, comment s'en sortir ? Une solution, vendre à l'industriel, même si c'est ce dernier qui en tirera le plus grand profit. Hénin-Beaumont, dans le Nord. Depuis quelques années, les producteurs de pommes de terre souffrent. 30 centimes seulement le kilo vendu aux grossistes. Les prix se sont effondrés, divisés par 3 en 4 ans. Une solution pour Philippe de Marquilly, vendre sur contrat à l'industrie. Avec les prix fixes, oui, en ce moment, c'est quand on fait une moyenne de l'ensemble, c'est quand même avantageux. Bon, là, un prix fixe au niveau des 50 et plus, ça se vend en 80 centimes. 50 et plus, hein. Sinon, bon, alors, en ce moment, une offre d'achat comme aujourd'hui, c'est 39 centimes. L'usine Flodor à Péronne, dans la Somme. La marque produit également pour Carrefour. Ici, on traque la mauvaise pomme de terre. Là, on fait un échantillon, un test de cuisson pour savoir si ça va cuire. Si ça cuit pas, on le refuse. Les chips doivent être jaunes. Trop colorés ou trop noirs, et c'est le refus. C'est pas très positif pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'elle commence à se colorer là déjà. Et ça va déterminer la note de couleur des chips. Alors si j'ai une note au-dessus de 38, on peut faire décharger la remorque. Bon là j'ai 38,8, c'est bon. Ouf, c'était juste, soulagement chez l'agriculteur. Ça dépend de la qualité. Hein. Mais là c'est de la bonne qualité ? Ah ben voilà, il faut. Ça rentrerait pas à l'usine. McCain, près de Béthune. Même principe chez le numéro 1 de la frite surgelée. Contrôle de qualité couleur dès l'arrivée. En avant les pommes de terre, vous avez brillamment surmonté l'épreuve. Direction l'épluchage qui se fait par choc thermique à 200 degrés. À peine sorti du bain, la découpe. Les tubercules sont projetés sur ce type de couteau à plus de 100 km à l'heure. Une petite douche et un ultime contrôle grâce à une caméra qui repère les points verts ou noirs sur les frites et les élimine au couteau. Prêt pour la cuisson. Dans cette gigantesque friteuse, 5000 litres d'huile renouvelée 3 fois par jour. Pré-cuisson à 180 degrés. Et ensuite, congélation à moins 35. La matière première ne coûte pas cher, seulement 1,20 franc de pommes de terre et 13 centimes d'huile pour un paquet de 1 kg vendu environ 6,80 francs aux distributeurs et 9 francs aux consommateurs. Malheureusement, comme je vous l'ai dit précédemment, ce groupe est privé et ne développe pas et ne dévoile pas ses bénéfices, mais c'est une société qui a un niveau de performance qui est comparable à la moyenne de l'agroalimentaire. Rien ne se perd dans la pomme de terre. Celles qui ne sont pas assez grosses pour faire des frites, eh bien, on en fait de la purée en flocons. La pomme de terre déshydratée devient une feuille sèche à 6% d'humidité. Donc vous rajoutez de l'eau, du lait, du beurre, et vous faites une excellente purée. Bon, là, ici, il y a à peu près 1000 tonnes de pommes de terre, qui représentent à peu près 250 tonnes de chips, qui équivaut à 1 250 000 sachets de 200 grammes de chips, qui seront fabriqués en environ 3 jours. 3 jours de production pour l'usine. Chez Flodor aussi, on sait multiplier la valeur de la pomme de terre. Transformée en chips, elle vaudra 10 fois plus en magasin. Dans les années 1980, on tournait à peu près à 38 heures à la tonne. Notre objectif pour l'année 94, d'arriver à 17 heures à la tonne. Et actuellement, on doit tourner vers les 21 heures à la tonne. Et quand Madame Plus ajoute 10 centimes de paprika, le prix du paquet de 100 grammes augmente de 1,80 franc et la marge sensiblement supérieure. Mais pas de beaucoup. Messieurs les producteurs, le consommateur veut aujourd'hui un produit transformé. Mais attention, sachez que les industriels traquent la qualité jusqu'au bout. Ils n'aiment pas les coups et les bosses que subissent vos pommes de terre. Et il y a désormais des mouchards électroniques dans les camions. C'est un piège à endommagement, un tubercule électronique, bourré de capteurs, et en fonction de la hauteur de chute, on peut mesurer, nous obtenons un chiffre qui donne l'intensité de la chute qui est corrélée à l'endommagement.
Monsieur Blandin, vous êtes agriculteur et vous vous en sortez très bien. Alors vous allez nous expliquer comment, mais déjà, est-ce que c'est une bonne solution de vendre à un industriel quand on fait de la pomme de terre, par exemple? Disons que d'abord, je tiendrai à préciser que je ne m'en sors pas forcément très bien. C'est pas pour noircir le tableau, mais c'est pour dire que pour rester performant dans le métier que j'exerce, il faut toujours être à la pointe. En revanche, pour ce qui concerne le problème des pommes de terre, il faut savoir qu'il y a plusieurs filières. Vous avez la filière que nous venons de voir, qui est la filière industrielle, où là, bon, l'agriculteur est un petit peu laminé, mais assure quand même ses arrières. Oui, on a vu que le paprika rapportait plus que la pomme de terre. Effectivement. Avec 10 centimes de paprika, on fait augmenter le paquet d'1,80 €. Voilà. Ça, c'est une astuce industrielle, mais qui ne rapporte rien à l'agriculteur. En revanche, il faut savoir aussi qu'il y a des agriculteurs qui sont orientés vers les pommes de terre de qualité, et notamment les producteurs des régions de bord de mer, style Noirmoutier, qui produisent des pommes de terre précoces ou tardives, et qui, eux, trouvent une véritable valeur ajoutée dans le produit brut, sans avoir besoin de le vendre à un transformateur. Vous faisiez quoi? Et vous faites quoi aujourd'hui? Parce que ça n'a pas marché toujours bien. À l'origine, j'étais un producteur de céréales et de lait. Et puis, face à la crise et à la diminution du prix des produits, j'ai été obligé de reconvertir mes activités vers la production de légumes au départ, et puis ensuite, au mesure que mes expériences se sont développées, vers les mini-légumes. Alors les mini-légumes, là vous les avez valorisés formidablement bien, on va le voir avec votre associé. On part en Provence, et alors là vous avez fait vraiment de l'or avec de la carotte, quoi. On va regarder ça. De l'or, peut-être pas forcément de l'or. Enfin de l'argent. Des légumes. Au pied des Alpilles, tout près des Baux-de-Provence. Nous sommes à Maussanne, au moulin du Mas des Bars. Le propriétaire des lieux, René Quenin, n'est pas à plaindre. Il fabrique de l'huile d'olive. 30 000 bouteilles par an, l'olivier, ça rapporte. René Quenin, à droite, écoute attentivement les conseils de son ami Patrice Blandin, venu du Vézelay, l'aider à se lancer dans les mini-légumes. Là, on va juste les nettoyer d'un petit coup de binette pour les tu vas les, mais tu les butes un petit peu aussi pour qu'elles tiennent bien droites ou pour l'arrosage aussi. Pour l'arrosage aussi, oui. Avant, dans ces serres, René faisait du melon, mais ça ne paie plus. La concurrence espagnole casse les prix. Moi, j'en fais plus, hein. Ça sert à rien. On me pousse 20 millions pour en faire 22, je vois pas où on gagne des sous là. Et les mini-légumes, c'est beaucoup mieux? Il faut faire attention au traitement, il faut faire attention à tout ce qui est bestiole, hein. Pareil. Hein. Ça ne demande pas des soins particuliers? Non. Et les cycles sont plus courts. Alors, ramassage plus rapide et possibilité de travailler un peu plus au niveau du sol. C'est-à-dire rentabiliser un peu plus les serres. Ça, c'est un produit fini. On met ça dans les fours à vapeur. Ça sort 3 minutes après, c'est cuit. On met ça en présentation sur l'assiette avec quoi que ce soit et c'est sensationnel. Le gars, il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas dit à son sbire, tiens, pèle-moi des carottes. C'est fini. Le produit, il est fini. Ça vaut vraiment payer l'employé. Vous payez l'employé des sommes astronomiques. Pour peler 1 kilo de carottes, asseyez-vous et contrôlez le temps que vous mettez. Vous verrez. Des mini-légumes qui rapportent 6 fois plus que les légumes habituels. Blandin et son compère ont repéré le créneau. Reste qu'il faut impérativement les ramasser à la main. Pas de mécanisation possible. La main-d'œuvre est plus coûteuse. L'autre secret, ici, tout est arrosé à l'eau de source. Et il n'y a pas que les légumes qui apprécient. Ah, l'été, si tu veux boire un verre bien frais, là, ça c'est bon. La qualité, c'est aussi le lavage à l'eau de source, juste avant l'expédition. Et on retrouve nos mini-légumes au restaurant, ici à Paris, au Cuisinier François. Le mini-légume, il permet au cuisinier de présenter le légume entier au client et de pouvoir varier sur la même assiette une quantité quand même assez grande de légumes. Voilà le pot-au-feu de mini-légumes et sa brioche à la moelle et celle de Guérande. Bon appétit, monsieur. Voilà, alors ça c'est une assiette à 90 francs et ça, ce plateau-là, par exemple, il vaut 500 francs. Ce n'est quand même pas donné à tout le monde, vos mini-légumes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché vaste pour ça? Est-ce qu'on peut vendre ça moins cher? Pas nécessairement moins cher, mais disons qu'on peut faire connaître
parce que je pense que dans le comportement du consommateur, aujourd'hui, ça a uniquement la connotation décor et luxe. Et donc, il ne regarde même pas le produit, même si on lui propose à un prix intéressant. Ouais, mais enfin, il y a quand même le prix. Est-ce que ça sera toujours un produit de luxe ? Ça ne sera pas forcément toujours un produit de luxe, mais je ne sais pas à qui ça tient, si ça tient à la distribution ou au producteur, de faire que ça ne soit plus un produit de luxe. C'est abordable, par exemple, dans les grandes surfaces, on peut en acheter les mini-légumes ? Je pense que quelqu'un qui a envie de se faire plaisir à un moment ou à un autre, qui accepte bien de payer 200 francs une bouteille de vin pour faire plaisir à des amis, peut très bien accepter d'acheter 2 ou 3 barquettes de légumes à 15 francs pour décorer les assiettes pour 6 ou 8 convives. C'est le prix dans les grandes surfaces ? C'est le prix en gros dans les grandes surfaces. Alors, c'est vrai que la miniaturisation, d'ailleurs, ça marche aussi dans l'industrie. On a l'exemple des mini-vaches qui rient. Les mini-vaches qui rient, rapportées au kilo, 58 francs le kilo, alors que la vache qui rit, rapportée au kilo, habituellement 40 francs, 40% de plus quand on miniaturise. C'est un luxe, ça coûte cher aussi parce qu'il faut des machines spéciales pour le faire et parce que la distribution marge plus sur ces produits-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres voies, d'autres solutions dans les légumes, par exemple, pour créer des richesses, de la valeur ajoutée ? Il y a d'autres solutions, notamment dans les légumes. Donc, il s'agit des légumes prêts à l'emploi pour les ménagères. Donc, ça s'appelle la 5e gamme. Ce sont des légumes qui sont tout prêts, pré-cuits, en cuisson extrusion sous vide ou surgelés. Et donc, vous les retrouvez maintenant un petit peu déjà chez Picard et quelques spécialistes de ce genre de distribution. C'est un débouché intéressant, ça, pour l'agriculteur ? Ça peut être un débouché intéressant, mais ça se tourne quand même vers l'agriculture et l'agro-industrie. Et donc, c'est pas toujours l'agriculteur qui récupère la plus-value de ses produits. Pourquoi ? Parce qu'il faut investir dans des machines, là aussi ? Il faut investir dans des machines, et donc 1 million de francs pour couper des légumes, 1 million de francs pour faire une purée de légumes, c'est quand même pas à la portée de n'importe quel agriculteur. Vous en êtes sorti comment, finalement ? Parce que vous étiez agriculteur, maintenant vous êtes agro-industriel, marchand. Je dirais que je tiens à garder le côté agriculteur, parce que c'est ce qui m'a permis de rester sur cette terre et qui me fait tout le plaisir d'y vivre. Mais je me suis aperçu que le côté commercial était ce qui faisait qu'un produit ou non allait pénétrer sur un marché. Et donc, moi, par mon penchant naturel, j'ai été plus porté vers le marché que vers la production. Et aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas assez conscience du marché, ils n'ont pas toujours aussi les moyens d'y faire face, parce que dès qu'on prend le marché comme ça en pleine figure, on voit aussi des tomates qui arrivent du Maghreb, du Maroc ou de la Tunisie moins chères qu'en France, et on ne va pas fermer les frontières. Donc là, comment on fait ? Il y a aussi des réalités terribles. Oui, ça, vous en êtes conscient ? Je suis tout à fait conscient des réalités terribles et contre ces réalités, si vous voulez, je pense que dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons lutter. Donc il faut s'adapter. D'où le créneau mini-légumes et d'où d'autres créneaux peut-être à créer. Alors justement, cette difficulté à valoriser la matière première, c'est le problème de la pêche. Nous avons embarqué sur des gros chalutiers industriels, mais aussi sur des petits bateaux. Retour juste après la pub, dans une deuxième partie d'émission où nous irons également dans les cuisines de quelques restaurants. Âme sensible, s'abstenir lorsque la direction des fraudes fait une descente. Enfin, que fait-on des restes, de ces milliers de produits invendus ? Vous découvrirez un personnage étonnant qui en a fait son business et dont la fortune se chiffre aujourd'hui en millions. A tout de suite. Créant de la solidarité entre les hommes, l'assurance fait progresser la société. L'assurance, c'est depuis 175 ans le métier des hommes et des femmes des AGF. Parce que demain se décide aujourd'hui, AGF avec vous. Les problèmes de barbe, moi je les rase. Avec Nobacter. C'est une mousse à raser, mais aussi un médicament. Demandez à votre pharmacien. Dans Nobacter, il y a un antiseptique. Alors, les infections, le feu du rasoir, nos problèmes. Mousse à raser Nobacter. Les problèmes de barbe, rasez-les. Nobacter, nos problèmes. Nostalgie présente Let's Go Disco! Let's Go Disco, c'est les plus grands hits du monde.
Attention, voici Kodak Fun Flash. Avec un flash à l'intérieur, déjà chargé et sans réglage, Kodak Fun Flash est un petit appareil prêt à tout flasher. Plus une photo à perdre et toujours plus de photos à faire avec Kodak Fun. Comment Lénore fit une grande révolution en devenant tout petit. Ouf! 5 jours sans vous, ça a été long. Mais tu n'étais pas vraiment partie, maman. Ah bon? Tu revenais toutes les nuits mettre des fleurs dans mes habits. C'est vrai, 5 jours et ça sent encore très bon. Eh oui, j'ai le nouveau Lénore Ultra Plus. Si concentré qu'un demi-petit bouchon suffit pour que jour après jour, sa fraîcheur se libère. Et ça, jusqu'à 5 jours. Et c'est doux comme toi. Nouveau Lénore Ultra Plus. 5 jours de fraîcheur, c'est ça, Ultra Plus. Pur Arabica de Colombie. Arôme et subtilité. Cap Colombie de Nescafé. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé, pellicule, cheveux ternes. Et demain, chute de cheveux? La solution, c'est Pétrolane. Un complexe unique, riche en extraits naturels. Chaque matin, en massage, Pétrolane stimule le cuir chevelu, élimine les pellicules, ralentit la chute des cheveux. Votre cuir chevelu respire. Vos cheveux sont nets. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, Pétrolane. Nouveau aujourd'hui pour les cheveux gras, lotion et shampoing séborégulateur. Bon, compte tenu que certains d'entre vous ont reçu la même lettre que moi, je ne vais pas pour une fois grimper les 5 étages. Merci. C'est l'EDF qui écrit « Madame, nous vous proposons de vérifier avec vous que votre abonnement correspond bien à vos besoins d'électricité. Je subodore qu'on va payer un prix plus juste. » EDF vous éclairera vous aussi, si nécessaire. Nous vous devons plus que la lumière. Vas-y, vas-y. Vas-y, le plaisir est complet. La Grande Bouffe, deuxième partie de cette émission, vous avez tous en tête les images des pêcheurs. Elles datent d'il y a quelques semaines, elles étaient particulièrement violentes. Pour comprendre cette crise, nous sommes partis du consommateur. Aujourd'hui, quand il achète du poisson frais, il le souhaite dans 50% des cas sous forme de filet. Prédécoupé ou même entier, la provenance lui est complètement égale. Là, la sole va être vendue 40-50 balles. À Paris, elle vaut 100 balles la pièce. Moi, je n'ose plus manger à Paris, j'ai peur. Un pêcheur. C'est facilement 100 balles comme 1000 balles. Un marailleur, ou plutôt 2 marailleurs, qui se disputent un poisson à coups de mimiques et de clins d'œil. Enfin, des poissons, à l'étal de votre poissonnier. Des poissons, ou plutôt des filets de poissons. On arrête, il n'y a pas d'effort à faire, et puis avec des femmes qui travaillent, il y a le micro-ondes. Et les gens avant achetaient du poisson entier, ils voulaient voir le poisson, voir les yeux du poisson, voir les ouïes, s'il était bien frais, etc. Alors que maintenant, c'est le filet. On arrive à la maison, on met le filet dans le micro-ondes, on cuit, puis au bout de 4 minutes, tout est prêt, quelques pommes de terre, et puis voilà, l'assiette est prête. Donc c'est vrai, c'est très très facile de c'est la cuisine moderne, en fait, la cuisine actuelle. Près de la moitié du poisson frais mangé en France est aujourd'hui consommé en filet. Et les filets, ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Dans les flancs de ce navire, des espèces hier encore inconnues. Des grenadiers, des empereurs, des sikis, des sabres. Pour remplacer les lieux où les cabillots, devenus rares, on descend aujourd'hui pêcher à plus de 1500 mètres de fond. 14 marins, 17 jours de mer, 80 tonnes de poissons capturés. C'est ce que l'on appelle la pêche industrielle. L'armateur, derrière le pylône, est content. Il y a de la marchandise. Et pendant 6 heures, 40 dockers embauchés vers minuit et payés 480 francs nets pour la nuit vont décharger et trier la précieuse cargaison. Moi je trouve que le poisson ici, plus il est vilain, plus il est bon.
Est-ce que vous allez me présenter ça dans une poissonnerie? Franchement, vaut mieux en faire des filets, non? Hein? Non, c'est vrai qu'on voit la gueule du poisson. Bah, je préfère le voir en filet, alors. Bah, il est frais. Ouais, il a 15 jours. Quoi. Si on peut appeler qu'il est frais. Et pourtant si, il est frais ce poisson, rien à voir avec du congelé. Il a certes passé 15 jours dans les cales du navire, mais à peine débarrassé de la glace qu'il a conservée, les opérations ne traînent pas. Ce jour-là, à la Criée de Lorient, 1600 caisses de 50 kg de poissons recouvertes de glace propre vont changer de main entre 6h et 7h du matin. Il est là, numéro 2, entrée blessé, 42 kg, 17. Derrière les bacs se déplace un crieur, c'est lui qui annonce les cours. Devant lui, une cinquantaine de marailleurs, intermédiaires entre pêcheurs et commerçants, viennent faire leur marché aux enchères. 8,50 à l'air, deuxième lot dans 8,50. J'ai du sang, on va du bras, du bras, du bras, 38, 32, 32, vu. Allez, je vais voir. Alors c'est à l'air, 7,45 à l'air, 50 lot dans 7,45. Pour acheter au meilleur prix, les marailleurs se tiennent au courant des cours des autres ports français et étrangers. Ils sont en relation permanente avec leur bureau. T'achètes plus ici parce qu'ailleurs c'est moins cher. Ou alors tu bourres dedans ici parce qu'ailleurs c'est plus cher. À la Criée, on fait des coups, même quand on parle aux journalistes. On va leur dire déjà tous les achats que j'ai fait déjà. Bonne opportunité à prendre. Allô. Alors grenadier 500 kg, 8,75 en crié, 8,75. Notre marailleur a acheté au bon moment, il peut sourire. Le cours est en train de baisser, donc une opportunité à prendre et puis à remonter derrière. Donc ça découle de tout, tout le temps. Prenez-le en photo un armateur. Une photo d'un armateur content, ce n'est pas si fréquent, mais aujourd'hui la pêche s'est bien vendue. 1 million 150 000 francs à peu près. 1 million 150 000. Ouais, je vais aller voir. Dans ce jeu des prix, le pêcheur n'est pas pour grand-chose, il subit le cours, aujourd'hui il a gagné, demain il perdra peut-être. Hier le grenadier était à 8 francs, il a commencé à 8 francs et il a fini à 9 francs, il est redescendu à 8 francs. Les sikis, ils ont fini hier à 6 francs et aujourd'hui ils sont à 7,50 à peu près. Et demain ils sont peut-être à 8 ou à 9 ou ils seront peut-être à 5. C'est le lot, c'est notre lot quotidien ça. Le marailleur, lui, est dans une situation qui est détestable. Financièrement, il est dans une situation difficile. Donc, on ne peut pas lui demander d'acheter cher un produit dont il n'a pas garanti sa vente. Il va donc acheter, comme je disais tout à l'heure, par précaution à un prix très bas, s'il n'a pas réussi à se couvrir sur le marché en étant certain qu'il va l'écouler. Revenons à nos poissons. Ils ont désormais changé de propriétaire. Ils vont être transformés en filets dans des magasins de marée. Ces caisses se dirigent chez Capitaine Watt, une filiale du groupe Intermarché. Le début de travail se fait en général aux environs de 6 h du matin et pratiquement maintenant à 14-15 h, il faut avoir fini pratiquement la production pour les premiers départs. Donc on a un temps très court et très concis pour la production. Moins de 3 heures après leur déchargement, Empereur en rouge et Grenadier en gris vont enfin prendre forme consommable, celle de filet. À ces poissons peu attirants et bon marché, on va donner de la valeur. Environ 2 kilos de Grenadier à 7,45 francs feront 1 kilo de beaux filets découpés, lavés, pelés à 20 francs, prix de revient départ usine. On retrouvera notre filet de Grenadier dans les poissonneries aux environs de 40 francs, toujours parmi les poissons les moins chers. Plus on met de valeur sur un poisson et moins il se vend cher. C'est un peu paradoxal tout ça, mais un merlan tout brillant pêché par un petit bateau vendu sur place entier se vend plus cher qu'un filet de merlan congelé vendu dans un freezer center. Le merlan pêché dans un petit bateau, c'est du poisson frais. C'est là qu'est la bonne affaire
Et c'est ce qu'ont bien compris les pêcheurs artisans de certains petits ports bretons. D'autant qu'une partie des consommateurs serait prête à suivre, au moins à en croire les hypermarchés. On souhaite que soient créées des marques dans le poisson, comme il en existe en matière de fruits et légumes, parce qu'on sait que c'est la seule solution pour valoriser les produits. Leclerc achète directement à des artisans du poisson estampillé du port de provenance. Pour lui, l'intérêt est double, supprimer les intermédiaires et animer un rayon poisson que les produits en filet ont banalisé. Un rayon poisson mal tenu, c'est souvent l'indication que le reste du magasin est aussi mal tenu, y compris ce qu'on ne voit pas. Alors qu'un rayon poisson bien tenu, même si le consommateur n'est pas conscient, dans son esprit, pour lui, c'est une indication de la qualité de tenue du magasin. Le milieu de la pêche est en train de vivre ce qu'a vécu le milieu de la volaille ou des fruits et légumes il y a 20 ans, où il y avait comme une crise comme ça, et que le problème, c'était un problème de prix du produit. Et maintenant, on vend du poulet à 15 francs, mais on vend aussi la volaille fermière à 30 francs, avec une indication de provenance. On sait qu'elle vient ou de Chaland ou du Gers, et on sait que le consommateur a besoin d'être assuré sur la provenance du produit. Problème, le poisson ne se laisse pas aussi facilement courir après que le poulet. Il ne suffit pas en effet de poser ses filets pour ramener du poisson et celui que l'on cherche. Sur ce petit bateau de 12 mètres, à 3 heures de mer du Conquet, au large de l'île d'Ouessant, on pêche de la lotte. Pourtant, lorsqu'on remonte ces filets posés la veille, on ne trouve souvent pas grand-chose ou pas vraiment ce que l'on est venu chercher. On trouve parfois du poisson, des raies, des barbus, un peu de tout, beaucoup de crabes qui s'en mêlent les pattes dans les filets et tout de même des lottes. Le rentabilité d'un navire au point de vue de la lotte aux environs de 30 francs. Et là on est en dessous, on est à 25, 26, 27 francs de moyenne. Donc on est en dessous du seuil de rentabilité. C'est d'un bateau comme celui-ci que vient le poisson étiqueté qu'on trouve chez Leclerc. Mais si le distributeur accepte de payer le prix fort pour avoir une étiquette, pêché par le bateau Intel, sur la queue des bestioles, il est bien le seul. Le marché pour l'instant se fait encore tirer l'oreille. Permettre de l'enrichir normalement, mais pour l'instant c'est pas tout à fait le cas. Pour l'instant vous vendez au même prix que d'habitude. Ah oui, parce que les barrières ne marchent pas assez vite, donc ça les intéresse pas apparemment. Quitte à débarquer à Saint-Malo, à Granville, à Roscoff, à Brest ou à Guilvinay, de toute façon 9 fois sur 10 ils ont été pêchés dans les mêmes endroits. Donc l'origine, si vous voulez, est la même. Ce qui est important, c'est la qualité, c'est la fraîcheur. Donc, vous voyez, on peut définir des qualités, mais un label... Dans quelques années, on verra plutôt sur les poissons des étiquettes marquées « pêché à telle date » et il en viendra sans doute d'ici. Dans le petit port d'Erquy, dans les Côtes d'Armor, la criée est ultra moderne et informatisée. Ici, on vend un lot de poissons toutes les 20 secondes. La vente est toujours aux enchères, mais les éclats de voix ont disparu. Et tandis que le prix affiché descend, l'affaire est au premier qui se décide en appuyant sur son petit clavier. Taille 3 non lié, 78 kg. Mais toute la technique moderne du monde n'y pourra rien, la pêche reste une cueillette, une chasse. On fait avec l'arrivage du jour et quand les bateaux ont ramené des dorades, chez les marailleurs bretons, on vend des dorades. Ah ouais, c'est vraiment de la dorade rose. Elle est belle, ouais. Extra. Et j'ai une quinzaine de kilos dans plus de 1 à 55. Tu mets la caisse? D'accord. Imaginons que nous tracions une ligne fictive à hauteur de Boulogne-sur-Mer. Au nord de Boulogne-sur-Mer, nous allons nous retrouver avec des débarquements de bateaux qui sont des débarquements quasi industriels. C'est-à-dire que dans un bateau, on va avoir 5, 6, 7 espèces de poissons différentes et dans des quantités relativement importantes. Au sud de cette ligne qui passe fictivement à Boulogne-sur-Mer, il n'y a pas un bateau qui arrive dans nos ports sans
30, 35, 40 espèces de poissons différents. Ça, c'est une force, parce que le marché demande un panier de la ménagère aussi large que possible, c'est-à-dire une multitude d'espèces pour donner du choix. C'est une faiblesse parce qu'on ne sait pas garantir des quantités fixes perpétuelles. Toute l'année, on va pêcher du cabillaud en Islande. Il y a tous les jours du filet de cabillaud qui vient d'Islande. C'est simple, c'est mathématique. Toute l'année, on pêche de la sole en Hollande. Il y a de la sole tous les jours en Hollande. On cherche avant tout à avoir une matière première, un approvisionnement régulier en termes de qualité et de quantité en matière première. Et ça, c'est impossible quand on a une seule source d'approvisionnement. Donc on est contraint d'avoir plusieurs sources uniquement pour avoir, je dirais, un commerce de tous les jours. Et donc vous achetez aussi, vous disiez, à l'étranger? Oui, on achète à l'étranger, effectivement. Danemark, en principe les pays CE, quoi. Mais enfin, là où est le poisson, finalement, je dirais qu'il n'y a pas de limite de frontières. Aujourd'hui, le marché du poisson est un marché mondial et il en arrive même par avion des États-Unis ou d'Afrique. Le consommateur n'attend pas, il faut fournir. Et jusque dans les réserves de Leclerc Viry-Châtillon, grand défenseur du poisson français, on voyage. Si vous voulez ne pas céder du terrain à nos concurrents, on est obligé de proposer quand même ces produits, même si c'est des produits d'importation. Voilà ce qu'on appelle la réalité du marché. Les labels français pêcher le temps redonneront-ils de la valeur aux poissons? On leur souhaite de connaître moins de mésaventures que dans la viande. Extrait du dernier numéro de Que choisir avec la découverte d'un trafic d'anabolisants dans le département de l'Allier et la révélation selon laquelle ce trafic pourrait concerner des animaux sous label. Le ministère de l'Agriculture lui-même évoque la difficulté d'assurer une véritable garantie de qualité pour les viandes labellisées. Difficile de savoir parfois ce que l'on mange. Est-ce le cas dans les restaurants? Les arnaques de l'assiette première avec une descente de la répression des fraudes dans une station de sport d'hiver. Nous l'avons accompagné, nous avons filmé tout à fait normalement, sans cacher la caméra, mais compte tenu de ce que nous avons vu, nous avons gardé les responsables de ce restaurant dans l'anonymat. Comme presque tous les jours pendant la saison de ski, la brigade de répression des fraudes de Grenoble monte en station. L'excursion n'a rien de touristique. Pendant toute la journée, les inspecteurs vont s'enfermer dans des cuisines de restaurants pour traquer fraudes et mauvaise hygiène. La méthode est toujours la même, choisir une victime dans ces listes et faire irruption sans prévenir. Troisième visite de la journée dans cet hôtel pension 2 étoiles dont le menu à 220 francs semble, ma foi, fort alléchant. Ça commence mal, l'ascenseur est en panne. Nous venons pour faire un contrôle. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir? Le restaurant, je crois comme ça. Eh bien, il est là, le restaurant. C'est pas une cuisine. Oui, la cuisine. Premier souci des inspecteurs, l'hygiène et direction, la chambre froide. Dans la bassine, il y a quoi là? Là, c'est du potage. Du potage? Ouais. Vous le laissez par terre comme ça, sans couvert? Dans un seau, je pensais que c'était bon comme ça, dans un seau Bonne nouvelle pour le restaurateur, le rayon charcuterie passe l'examen avec succès. C'est pourquoi faire? Des moules marinières. Ces produits sont pérennes. Eh ben, c'est des produits qu'on a dû acheter, on a utilisé ça au mois de décembre. Et qui sont là parce qu'ils ont attendu et qu'on ne se sert plus, quoi. C'est tout. On se sert plus. Et là, pourquoi est-ce que les étiquettes ont été arrachées?
Ça, c'est, on les a achetés comme ça. Hein. C'est dans le frigo, c'était comme ça. Vous les avez achetés avec les étiquettes arrachées? Ouais. Enfin non, elles ont été livrées avec les étiquettes comme ça. Oui, comme ça. En plus. Ouais. Tel que ça. Ouais. Visiblement échaudés par le spectacle, les inspecteurs peuvent décider de faire des prélèvements. Moules marinières, bisques, gratins, des résultats de leurs analyses dépendront en partie les suites données à la visite. Des recoins de la cuisine à la resserre, les agents passeront en tout 3 heures sur place. Vous servez ces tomates, hein? Non. Moi, je n'utilise pas. Je sais pas, c'était sur la bague de la réserve. Hein. Et la crème caramel comme ça dans la casserole aussi. C'est de la glace. Vous oubliez pas pousser les oignons en fait. Hein. Bon, il y a des choses. C'est ça, c'est au coin du frigo au fond. Bon, on les a posés là et on a complètement oublié de les sortir. Quoi. Non, c'est pas des trucs qu'on allait réutiliser, donc moi je m'en fous. C'était de toute façon, c'était déjà considéré. Si on les a pas utilisés, c'était déjà considéré comme perte. Puis ils vont peut-être vouloir vous mettre une amende. Ouais, mais moi c'est pas moi qui les. Moi j'ai rien à voir avec ça. Après c'est tout avec le gérant. C'est pas vous le patron. Mais non, moi je suis simplement un salarié ici. Et ce n'est pas fini. Le job de la répression des fraudes, c'est aussi de regarder la carte et de ne pas avoir peur des surprises. Pas non plus de saumon frais. Regardez la difficulté. Hein. Sur un menu comme celui-ci, l'entrée n'est pas disponible puisqu'il n'y a pas de foie gras. Ouais. Le plat principal, il y a poisson ou viande. Poisson, vous n'avez ni la lotte ni le saumon. La viande, vous n'avez ni les côtes d'agneau ni les escalopes. Donc le menu ne peut pas du tout être servi. Donc je crois que là, c'est très trompeur pour le consommateur. Hein. Le consommateur qui rentre, qui voit la carte à l'extérieur et qui voit un menu, qui est attiré par le menu. En plus, même s'il n'est pas difficile, je veux dire, on n'est pas dans la capacité ici de lui proposer un plat principal, quel qu'il soit de la carte, ni une entrée quelle qu'elle soit. Là, c'est franchement trompeur et c'est une publicité mensongère hein, pour le consommateur. L'affaire sera jugée plus tard par le tribunal. Entre la publicité mensongère, les produits périmés ou les locaux insalubres, le patron de ce restaurant risque entre 50 et 60 000 francs d'amende, mais sans attendre, on détruira les denrées périmées. C'est le cuisinier lui-même qui s'y colle, poubelle et eau de javel pour 1000 à 2000 francs de saumon fumé et de confit de canard. Vous versez un peu d'eau de javel dessus, non ? En France, un contrôle sur 6 débouche sur un constat d'infraction. 1 sur 20 mène le restaurateur au tribunal. Alors le patron de ce restaurant a ensuite été entendu par la direction des fraudes. Pour sa défense, il a invoqué son absence. Il a expliqué qu'il avait confié pendant son absence la gestion de son restaurant à ses fils, dont il dit qu'ils sont des incapables. Quant aux dates de péremption des produits arrachés, là, il n'a rien eu à dire. Alors Madame de Sailloux, vous dirigez la brigade de contrôle des restaurants sur Paris, 10 000 restaurants au total. Vous en contrôlez à peu près 1000 à 1200 avec vos 13 enquêteurs, 1200 par an. Est-ce que vous constatez fréquemment ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Ce sont les infractions les plus souvent rencontrées, les dates limites de consommation dépassées, une mauvaise hygiène des locaux de stockage, des congélations illicites que nous n'avons pas vues dans le reportage, mais que l'on rencontre fréquemment lorsque le produit est à la limite de sa date de consommation. À ce moment-là, on le congèle. On le congèle rapidement. Ouais, et est-ce qu'il arrive qu'on recongèle des produits qui avaient été congelés ? Oui, cela arrive aussi, mais l'infraction n'est pas facile à déceler. Nous essayons de remonter les filières à ce moment-là au niveau du fournisseur pour voir la date de congélation, la date initiale, voir les moyens de transport utilisés pour livrer ce produit, mais c'est pas facile. Est-ce que vous remontez souvent des filières de produits ? Oui, cela nous arrive afin de voir, dans le cadre, on avait fait une enquête récemment dans le cadre des produits exotiques, afin de voir les importateurs pour la première mise sur le marché de différents produits, en particulier des ingrédients, des produits séchés, des poissons séchés, des fruits secs. Et alors là, il y a des fraudes plus que dans d'autres domaines ? Oui, disons que c'est des fraudes sans être des fraudes, c'est un travail plus différent du produit. Donc ils sont utilisés, ils sont préparés avec des conservateurs que nous n'utilisons pas en France et qui ne sont pas autorisés. Très bien. Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus souvent en fraude que d'autres ? Les produits les plus souvent en fraude, oui, ce sont les produits carnés,
les produits, les viandes, oui, les poissons, les produits à base de crème, produits laitiers. Oui. Vous m'avez dit que si la réglementation était appliquée strictement, 90% des restaurants visités seraient en infraction. Pourquoi ? Surtout à Paris, parce que les cuisines sont très exiguës, donc le principe de la marche en avant n'est pas respecté. C'est quoi la marche en avant, oui. Voilà, un légume qui arrive du marché, c'est un produit sale. Il ne doit jamais rencontrer un produit propre, c'est-à-dire le légume épluché. Les épluchures doivent tout de suite être évacuées hors des cuisines. Et en fait, c'est pas le cas. C'est très difficile à respecter. Est-ce que le sous-vide, c'est bon ? Parce que oui. Oui, le sous-vide est un produit, à condition qu'il soit stocké dans de bonnes conditions et que là aussi les dates limites de consommation soient respectées. En principe, c'est un produit qui est préparé dans des ateliers agréés, dans de très bonnes conditions d'hygiène. Alors le sous-vide, on l'utilise de plus en plus. La chaîne de restaurants Batifol, par exemple, l'utilise assez largement. Il y a aussi Trois Gros qui fait ses foie gras sous-vide. Nous allons maintenant chez un traiteur, Catillon, qui fournit des restaurants, 1300 plats par jour, notamment l'écluse par exemple. À l'écluse, on ne mange que de la nourriture sous vide. Voilà, ça va finir dans ces sachets. Prenez l'exemple d'un saumon grillé sauce vin blanc. On le grille à peine, et puis ensuite on va le refroidir à moins 10 degrés avant de l'emballer dans son petit sac plastique. Alors l'emballage, vous allez le voir, avec une opération tout à fait habituelle, c'est d'expulser l'air du sac plastique, une opération qui dure moins d'1 minute. Dernière étape, la cuisson sous vide. Et puis ensuite, il sera prêt à être vendu au restaurant. Ce saumon sauce vin blanc riz aux 2 poivrons sera vendu 23 francs hors taxe. Il finira dans l'assiette à 87 francs. Il devra être consommé dans les 5 jours. C'est une garantie de sécurité, de santé, semble-t-il, que ce process industriel. Oui, tout à fait. C'est toujours fait dans de très bonnes conditions, dans des installations qui sont conformes aux normes. Et les produits sont de très bonne qualité au départ. Pour revenir d'un mot sur ces restaurants pris en infraction, quand il y a un constat de ce type, le restaurant continue à fonctionner, celui qu'on a vu avant que le jugement ne soit rendu. Bien sûr, il continue à fonctionner. Et ça, la faute grave, la plus lourde faute, c'est la fermeture de l'établissement. Rarissime. C'est très rare. Oui, même le Fouquet's, là, enfin le Fouquet's, on en a beaucoup parlé, mais c'était une faute grave ou pas le Fouquet's? C'était sous votre autorité? Oui, c'est une faute importante, comme toutes celles que l'on vient de voir, ni plus ni moins. Mais ce sont des établissements qui fonctionneront. Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont plus souvent en fraude que d'autres? Par exemple, les restaurants, moi, je sais pas, moi, italiens, les restaurants de poissons, les restaurants chinois, les restaurants... Est-ce qu'il y a des types de nourriture qui sont plus souvent en fraude que d'autres? On me pose souvent cette question, pas plus que les restaurants traditionnels. Merci. Les coulisses des restaurants, dernière étape, nous allons maintenant dans les cuisines du roi de la brasserie, Jean-Paul Bûcher. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le gâteau au chocolat que vous mangez chez Hippopotamus est le même que celui que l'on vous sert à la Coupole, la célèbre brasserie parisienne. Seule différence, le prix. Tous ces restaurants, la chaîne Hippopotamus, les brasseries La Coupole, Julien, le Bœuf sur le Toit, le Vaudeville, appartiennent à un seul homme, Jean-Paul Bûcher, un Alsacien de 58 ans, parti de rien, et qui aujourd'hui possède un empire, le groupe Flo. Voyage en cuisine avec Denis Boutelier. Nous avons également de la sole meunière, ce midi qui est superbe. Hein, si vous aimez les poissons entiers, la sole de 350 grammes qui est fantastique. Hein. Si vous êtes poisson, je vous la prépare. Vous n'aurez pas à travailler. Croustillante, elle sera superbe. Alors, une sole meunière. Cette dame va donc manger de la sole meunière. Voilà un maître d'hôtel qui fait bien son métier. Cette sole, il devait la vendre, il l'a vendue. Des criettes de saumon frais et fumé pour partager à 2. Non. La commande est envoyée par informatique à la cuisine dans la minute qui suit. Rien d'étonnant dans tout cela. La Coupole est la plus grande brasserie de Paris. Le service de midi fait plus de 400 couverts à lui seul. Et toute l'opération a été orchestrée depuis le matin. Ah, ça sent un peu quand même. Il faut déjà analyser son client. Il y a des clients qui sont stricts, il y en a qui le sont moins, il y en a qui ont envie de rigoler, d'autres qui sont là pour des affaires, donc on ne traite pas le client de la même façon. Notre métier, c'est un peu le métier du clown, hein. Même si on vient de perdre notre parent, il faut le faire rire avec les spectateurs. Hein. Un peu plus loin dans les coulisses, on finit d'imprimer les menus de midi. On en imprimera de nouveau ce soir à la Coupole. On change le menu midi et soir. Monsieur Cornu. Oui, monsieur Bonnet, je l'ai vu. Monsieur Leclerc est là. Monsieur Cotineau, il est là. Monsieur Pardo.
Donc sol entière. Après avoir fait l'appel des maîtres d'hôtel et des serveurs, le directeur de salle explique la cuisson des plats du jour avant de faire passer les consignes. Elles sont claires. On la présentera et on découpera devant le client. Donc l'objectif de vente de ce midi, messieurs, sera le boudin de campagne aux 2 pommes, ici présent en plat du jour. Vous avez également la dorade aux pleurotes à proposer, la sole meunière. Et dans les entrées, il s'agira de vendre uniquement les salades de bleu langoustine. Il y en a 17 portions de préparer. Vous en avez besoin absolument. Sur ce, je vous cède à mon service à tous. À suivre 2 jarrets bien cuits surtout, un pied de porc à suivre. Faites marcher rien avant. Tout le monde a une spéciale petite brasserie, 5 minutes retour. Pièce d'euros, s'il vous plaît. On réclame un filet de sol, on réclame une seule meunière en même temps. On réclame un boudin bien cuit surtout avec 3 cabillots en même temps. Avec, chef. Rien avant, faites marcher 3 filets de sol, le temps d'un château haricot vert, 5 minutes. Le château haricot vert, on l'a eu? Non, chef. Nous, Henri, là. Oui. 3 filets de sol qui va bien aussi, hein. Et encore 3 minutes. Derrière cette effervescence, un seul principe, acheter, cuisiner et servir aux clients les produits du marché selon un rivage. Filet d'aran. Aujourd'hui la salade de mâche, pourquoi? Parce qu'hier soir le marchand de légumes qui nous fournit m'a dit monsieur Delbarbe, voilà, il y a de la mâche pas mal sur le marché, est-ce que ça vous intéresse? Donc ben voilà, on a acheté de la mâche. La bardeline, c'est un coup du jour. Et peut-être vous retrouverez du bar de ligne individuel dans un mois, dans 2 mois, peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien. C'est quoi un coup du jour? C'est l'opportunité d'achat du jour. C'est-à-dire? Au bon prix, certainement. Ils n'étaient pas très chers, ils étaient superbes. Donc l'acheteur, il a dit bon, j'achète. Il y a peut-être bar, tout le monde. Demain, il n'y a plus de bar, fini, terminé. Demain, vous voulez des bars, il n'y a plus de bar. Est-ce qu'on va manger aussi de la barbue dans les autres brasseries Flo aujourd'hui? De fortes chances. La force des brasseries Flo, elle est là. Derrière ces murs, près de Rungis, dans la filiale Centraflo, où se décident tous les achats de poissons du groupe. Avec 6 brasseries sur Paris, Flo consomme pas loin d'1 millier de sols et autres saumons par jour, de quoi acheter entre 10 et 30% moins cher qu'un autre restaurateur. De l'achat, on prend l'initiative nous-mêmes, au niveau de l'achat. Après, on propose les produits au chef. Reste à répartir le marché selon la taille des établissements. Prenons l'exemple d'un arrivage de seulement 20 lots. On n'ira pas les proposer à la coupole. La brasserie en manquerait trop rapidement. Monsieur Milan est en train de préparer les menus par maison qui vont être proposés au chef dans le quart d'heure qui suit. Et le fax va arriver dans chaque maison avec la proposition de son menu. C'est donc bien ici que se décide qui mangera quoi dans les brasseries Flo. Et si les barbus s'étaient avérés trop chers, eh bien... Nous n'achetons pas. Vous n'achetez pas, même si vos chefs vous la demandent. S'il la demande, bien sûr, même s'il la demande, puisque c'est pas à l'avantage de son client. Le client qui veut de la Saint-Jacques, ce jour-là, on lui dit mangez du haddock, mangez de la brandade de morue, demain il y aura de la Saint-Jacques. Flo, c'est un groupe. Et dans un groupe, il y a de la place pour tout le monde. Tenez, ces homards, achetés par la coupole entre 40 et 50 francs pièce. Le homard est grillé, flambé au whisky avec une petite julienne de poivron rouge, poivron vert et de céleri. Un petit beurre blanc à part. C'est une salade de chèvre. Espérance de vie de ces bestioles? Ah, très courte. Dans la maison, on ne les conserve pas. Mais attention, seules les bêtes au calibre exact finiront de la sorte. Les autres passeront à la casserole pour finir en gratin de homard. Ceux-là sont trop petits. Mais on peut en avoir aussi des plus gros, à la limite. Mais enfin, en principe, c'est surtout un sous-calibrage qui fait que on le traite comme ça. À la même heure, les homards qui n'ont pas trouvé preneur dans les restaurants du groupe ne sont pas perdus. Ils passent eux aussi à la casserole chez Centraflo. Dans nos plats cuisinés, on propose aussi sur les boutiques. Le destin de nos crustacés est scellé. Homard à l'américaine dans les boutiques Flo. Décortiqués, agrémentés de champignons, de sauces, d'épinards, mis sous vide, packagés. Résultat, 129 francs, les 120 grammes dans les boutiques Flo. Et comme rien ne se perd, têtes et carcasses de homard vont aller mijoter dans ces 120 litres de fumée de poisson pour servir de base de sauce destinée à la cuisine des brasseries. Et après donc c'est passé, c'est lié,
et passer en pasteurisateur et envoyer dans nos maisons en tant que base d'américaine. Mais trêve d'arrière-cuisine, à Centraflo, on fabrique aussi des produits qui iront directement sur les tables des restaurants du groupe. Là, on prépare la rillette aux 2 saumons, saumon fumé et saumon cuit, un des produits vedettes de la maison. Cette pâtée vaut de l'or pour le groupe Flo. Livrée en paquet d'1 kilo, la part de rillette revient à 9,70 francs aux brasseries. À la Coupole ou chez Julien, elle sera vendue 44 francs, 4 fois et demi plus cher. Direction maintenant la chaîne Hippopotamus qui appartient aussi au groupe Flo. Et revoilà notre rillette. Comment cette terrine de saumon? Eh ben, toujours avec une feuille de salade, donc une assiette ronde, de la gelée, un petit citron en dents de loup, une feuille de l'oloroso et 2 tranches de fin de campagne grillée. Le tout pour 34,50 francs. La préparation est identique à celle des brasseries, mais il y en a 12 grammes de moins. Tout est millimétré. Entre Flo et Hippo, produits et achats sont bien souvent communs. Mais en rachetant Hippo, l'ogre Flo n'a pas touché à une recette qui fonctionnait depuis 20 ans. Hippopotamus, c'est de la viande de bœuf, négociée en gros à l'année pour l'ensemble des restaurants, mais commandée par chacun, jour par jour. On doit être à 300 clients. Pour aujourd'hui, on a 300 viandes pour aujourd'hui. Vous avez commandé ça hier? On a commandé ça hier soir, par rapport au stock qui restait dans nos frigos. Donc aujourd'hui, on devrait tomber à 0. Nous, on a un directeur qui nous tient des feuilles, il sait ce qu'il veut, il commande tant, donc c'est à lui de pousser avec son équipe de salle, les bavettes qu'il a en stock. Donc il sait exactement ce qui lui reste, on lui fait un inventaire 2 fois par jour. Et donc le directeur ici pousse les viandes qui sait qu'il y reste vraiment en plus ou en moins. Donc ça veut dire quand il y a un peu de bavette, on suggère aux gens de prendre de la bavette? Tout à fait, pour toutes les viandes. C'est un travail commercial, donc d'abord du directeur, de ses leaders et de ses hôtesses. Regardez les belles filles que vous avez chez Hippo, vous avez des superbes filles, hein. Vous avez des superbes nanas, bon ben, on est obligé de les avoir bien, superbes, appétissantes, sexy, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas, si vous voulez, libérer les instincts. Donc vous êtes bien obligé, si vous voulez, de créer, si vous voulez, une uniformité de comportement, ce qui représente l'uniforme. Maquillage, obligatoirement, je dis on peut pas arriver non maquillé en salle. Maquillage, rouge à lèvres rouge, vernis à ongles rouge, boucles d'oreilles. Collant, si j'ai bien compris? Collant. Obligatoire? Collant noir, obligatoire. Voilà, c'est pas. La politique de la maison, c'est que le client soit vite servi, bien servi et vite parti. Avant d'être remplacé, chaque client déjeune en 1 heure environ. Et pour aller plus vite, on gagnera même du temps sur les desserts. Les gâteaux Flo ne sont fabriqués ni chez Hippo en effet, ni même en brasserie, mais ici, à Saint-Ouen. Livrés tous les jours, plus de 1500 tartes et gâteaux partent vers les restaurants et les boutiques. Consommation mensuelle de cette usine, 3 tonnes de farine, 3 tonnes de beurre, 3 tonnes d'œufs et près de 5 tonnes de crème. Une des vedettes de la maison, l'entremet chocolat amer, est fabriquée tous les 2 jours à 300 exemplaires. À peine sorti des fours, le gâteau va subir son ultime transformation, la plus importante, il est prédécoupé. C'est aussi la meilleure façon de compter juste. Pour un prix de revient annoncé de 10 francs, la part sera revendue 39 francs chez Hippo et 49 dans les brasseries. En attendant d'être livrée, sous 2 jours maximum, la précieuse denrée est congelée à moins 28 degrés. Le mot industriel ne me plaît pas. Je suis, si vous voulez, je me lance un challenge depuis 25 ans, celui d'organiser l'artisanat pour avoir une meilleure productivité. Alors on peut appeler ça de l'industrie. Ça me plaît pas, ça plaît pas à mes clients et ça plaît surtout pas à mon personnel. Donc c'est plutôt un challenge artisanal
avec des méthodes de travail qui malheureusement se rapprochent de l'industrie, ou heureusement. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça roule? Salut chef. Bonjour. Comment vont nos affaires? Ça va, monsieur Boucher? Ah les gars, on a le temps de couper ça correctement quand même. Hein. C'est mal coupé. Hein. Vous coupez ça avec soin. C'est coupé comme du pain. Hein, ok? Il faut rabâcher, répéter. Répétition, réputation, réclame. Alors qu'est-ce que vous leur rabâchez à vos maîtres d'hôtel? Bonjour madame, au revoir madame, tirer à la table, faire les miettes, changer de cendrier, tirer à la table proprement, accompagner les gens à la porte, bonne soirée, merci beaucoup. C'est tout à fait banal. Ce qu'une maman apprend pendant 15 ans à son enfant, pour qu'il mange proprement en table, pour qu'il soit poli avec madame, pour qu'il soit bien élevé, pour qu'il se lave les dents, pour qu'il se tire les chaussures et qu'il se lave. On rabâche ça pendant combien de temps pour éduquer un enfant? Monsieur Bûcher est un père pour son personnel comme pour ses clients. Avec Papa Bûcher, on ne manque de rien. On a tendance à en mettre de trop. Et on continue à en mettre de trop. Pourquoi? Parce que ça fait partie du style de l'entreprise. On en laisse? Non, on n'en laisse pas les gens. Ils disent qu'il y en a trop. Et le bouffent. Le mangent. C'est pour ça qu'ils reviennent? Et c'est pour ça qu'ils reviennent. Ouais. Il est rare que chez Bûcher, il en reste, mais à ce moment de l'émission, vous êtes peut-être en train de vous demander, devant cette profusion de nourriture, ce que l'on fait des invendus. Je ne parle pas des invendus des restaurants, ceux-là, a priori, on les jette, mais les invendus de l'industrie. Voici par exemple un producteur, l'entreprise Géo, qui fabrique de la charcuterie sous vide et qui donne régulièrement, depuis 6 ans, à la Banque alimentaire l'équivalent de 400 kilos par semaine de nourriture. La Banque alimentaire, en fait, c'est une plateforme qui est redistribuée à différentes associations humanitaires. Elle ne reçoit pas d'argent, elle ne fonctionne que sur le principe du don, essentiellement en provenance des industriels et également des stocks communautaires. Mais les industriels, leur vocation première, évidemment, n'est pas de donner. Jusqu'au bout, ils cherchent à rentabiliser leur outil de production. Et lorsqu'ils doivent se débarrasser d'invendus, la solution, pour eux, passe parfois par un intermédiaire. Portrait de l'un d'entre eux, Monsieur Georges, aujourd'hui millionnaire, il a bâti sa fortune sur ce circuit de la récupération, un circuit qui, vous allez le voir, nous amène jusqu'à Moscou. Dites-moi d'abord, je vous félicite pour vos produits, qui sont super. Ce qui m'intéresse vivement, par contre, c'est un problème de prix. Ça va sans dire que les prix que vous me proposez sont des prix d'artistes, sont des prix de riches. Or, j'ai affaire à des secteurs qui sont des gens pauvres. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Georges, un millionnaire. Un artiste en son genre. Monsieur Georges et son staff. Monsieur Georges, soldeur professionnel depuis 25 ans. Son business, racheter à prix très bas des invendus. Des stocks que les grosses entreprises agroalimentaires ont sur les bras. Monsieur Georges ira les revendre au pays de l'Est et surtout à Moscou. Avec bien sûr, bénéfice au passage. Oui, nous sommes des marchands de prix, nous ne sommes pas des marchands de produits. Vous avez quelque chose à vendre, nous sommes prêts à vous l'acheter. Vous voulez faire de bons prix, on est prêt à vous le payer. On ne voulait pas qu'ils soient vendus en Europe, on vous le vend pas en Europe. Voilà, notre message est tout à fait banal et très simple. L'entrepôt de Monsieur Georges en banlieue parisienne. 6000 mètres carrés. À l'intérieur, rien que des produits de grande marque. Regardez ces choux de Bruxelles casse-grains, vendus normalement 9 francs dans les supermarchés. Mais ça se vendait mal et Cassegrain s'est retrouvé avec l'équivalent de 10 camions sur les bras. N'ayant pas d'autre solution, ils ont fait appel à nous de manière à exporter ce produit sur l'export. Tous les cartons là sont prêts à partir. Et on leur a vendu quasiment, c'est les derniers camions qui restent à partir. D'accord. Autre exemple, la choucroute garnie Texi. Ça appartient à William Saurin. Le produit est fabriqué par William Saurin. C'est le même produit que vous trouverez sous l'étiquette William Saurin. Simplement, ce sont des produits qui ont une DLV, on retrouve dans le même problème, de 6 mois à 1 an. Régulièrement, il a aujourd'hui des produits qui lui reviennent, qui peuvent être des produits comme nous avons des haricots garnis, choucroute et plusieurs produits similaires. Et ces produits-là préfèrent, pour des raisons internes, les regrouper, les réétiqueter, les revendre sur un marché parallèle qui est le nôtre. Encore un bon coup, les pêches au sirop de la marque Andros. Les mêmes que celles que vous trouvez dans les rayons de votre supermarché. Seul problème, celles-ci n'ont pas d'étiquette. C'est un produit de chez Andros. Il faudrait qu'ils remettent le produit en des cuves
et qu'ils refassent partir la machine, ce qui leur coûterait le même prix que de refaire une nouvelle marchandise. Donc il est préférable pour eux de trouver la solution à vendre le produit comme il est, c'est-à-dire par nos services, et de manière à se débarrasser complètement de ce produit. 4 à 5 camions quittent chaque jour l'entrepôt, mais la plupart des marchandises exportées par Georges Aziza partent directement des usines des grandes marques vers la Russie. Monsieur Benoît, comment allez-vous? La leçon de Maître Georges ou l'art de négocier. Demain matin, il part pour Moscou. Jusqu'à la dernière minute, il essaye de décrocher un contrat. L'enjeu ici, 70 tonnes de confiture materne. Le problème, si vous voulez, c'est que, honnêtement, vous savez très bien à qui je vends ça. Hein. Ce sont des gens merveilleux, mais des gens qui, malheureusement, n'ont pas de budget pour l'instant. Avec la meilleure volonté, qui n'ont pas de quoi, quand même, aujourd'hui, se payer du luxe, il faut quand même leur vendre un petit peu de... Il faut quand même leur vendre un petit peu de bonheur. Vous démarrez à 12 francs le kilo. Comment voulez-vous que j'arrive, honnêtement, à atteindre, avec le prix du transport, avec les frais financiers, avec tous les soucis qu'on peut avoir pour les raisons, comment voulez-vous que j'arrive à passer à ce prix-là? Écoutez, je vais vous dire en quelques secondes ce que je pourrais vous dire en 2h30. On se connaît, on a déjà fait quelques affaires, on a l'habitude. Voilà, voilà. C'est pas la peine de se raconter, de se peindre la vie en rose. La meilleure offre que je puisse vous faire, mon cher. Et tenez, calez-vous bien quand même, qu'on soit clair. Hein. Je peux vous offrir 3 francs du kilo. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Monsieur Bruno, je vais vous expliquer. Et calculez un petit peu aujourd'hui, si je ne vous les prends pas. Calculez un petit peu ce que va quand même vous coûter votre stockage. Ce que va vous coûter votre immobilisation de cet argent. Bon. En plus. Donc c'est encore moi qui dois assumer le transport entre Lyon et Paris en plus. En plus. Bon, disons qu'à la limite je prenne, allez, je veux bien prendre le transport. Non, 3,75, non, même 3,75 je ne peux pas, monsieur. Non, je vous dis 3 francs, je peux pas, franchement. Monsieur Benoît, il faut être objectif, il faut être... Moi, je vais vous dire, je pars demain, si aujourd'hui vous me dites oui, c'est vendu pour vous, votre souci se termine, le mien commence. Voilà, mais vous voyez, vous redonnez un meilleur sentiment. Encore une fois, vous voyez, ça a duré 5 minutes, c'est pas la peine de se raconter notre vie. Les choses sont claires. Votre confirmation part ce soir même. Ça part dans la demi-heure qui suit. Au revoir. Au revoir. Et j'ai senti quand même qu'il y avait l'odeur de l'avenir, l'odeur de la réussite, l'odeur de l'argent qui pouvait planer sur la ville. Mon objectif de la Russie, c'est de monter mon chiffre. Il y a 2 ans, il a débarqué tout seul avec ses 2 valises d'échantillons. Aujourd'hui, il arrive accompagné de ses 2 gardes du corps. Et son chiffre, comme il dit, se calcule en millions de dollars. Dans cet immeuble, sa dernière acquisition, un appartement de 100 mètres carrés qui fait office de bureau. Comment ça va, colonel? Vous allez bien? Son adjoint, un ancien colonel de l'armée qui dirige sur place le bureau, aidé de 2 secrétaires russes. Un camion de viande. Un camion de pâté de foie, c'est bon. Volaille, côte et porc. Et ensuite... Ce monsieur à droite est un gros client, il a plusieurs milliers de dollars à dépenser. À gauche, le colonel fait la traduction parce que monsieur Georges ne parle pas un mot de russe, mais cela ne l'empêche pas de déployer le grand jeu. Tenez, voici les échantillons de confiture materne achetés la veille à Paris. Je lui fais un prix complètement idiot. Je peux lui faire un prix super, mais j'en parlerai tout à l'heure. Tout à coup, monsieur Georges devient méfiant. Il ne veut pas qu'on sache combien il va revendre ses confitures achetées 3 francs le kilo. Mais on sait que ça coûte 10 cents pour le transport. Oui, il calcule avec le transport. Oui, normal. Comment on dit? Normal. Merci de ton passage. À l'arrivée des produits, il y a parfois de mauvaises surprises. Ce jour-là, Georges Aziza se rend dans l'entrepôt d'un de ses clients. Le problème, du jus de tomate Pampril gelé. 700 000 boîtes, à l'origine destinées à Air France. Mais les hôtesses de l'air trouvaient ces boîtes trop difficiles à ouvrir. La gérante de l'entrepôt.
Elle dit que le jus de tomate gelé va perdre son goût et que certaines boîtes sont bombées. Colère de Monsieur Georges. C'est pas sérieux de nous déranger pour des bêtises pareilles. Allons, c'est pas sérieux. On nous dérange pour nous dire des bêtises pareilles. Mais la dame n'en démord pas. Elle dit qu'elle a eu de nombreux problèmes avec Georges Aziza. Livraison de concombres ratatinés, pâté qui ne correspondait pas à la commande. C'est normal, c'est gelé. Mais le goût, il ne bouge pas d'un jus de tomate. Ok, là c'est Et elle conclut, il parle beaucoup, mais il ne résout jamais rien. Je vois que son président se bat pour là. Mais pour Georges Aziza, de tels incidents n'ont pas de conséquences financières. Les clients payent la marchandise avant la livraison. Ce que deviennent les produits, ce n'est plus l'affaire de Monsieur Georges, ce sont des grossistes qui les redistribuent en cascade à des détaillants à Moscou et à travers toute la Russie. La plupart des produits de Monsieur Georges arrivent sur les étals des grands magasins. Ce sont alors des produits de luxe. Ces boîtes de jambon, par exemple. Georges Aziza les a achetées 2 francs environ, il les a revendues 3 et on les retrouve ici à 12 francs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes, quand ils voient une date sur une boîte de conserve, ils pensent que c'est la date de production, alors que chez nous, c'est la date limite de vente. Et donc, il y a un risque de confusion et de moindre méfiance. Dernier invité, Xavier Terlet, vous êtes là pour nous parler de l'innovation. Vous animez à Bercy le carrefour de l'innovation. Et avec vous, on va essayer de comprendre, de savoir quels sont les produits que nous pourrions manger demain, qui pourraient arriver sur le marché. Est-ce qu'on innove beaucoup en France en alimentation? On innove pas mal en France. On innove pas mal. 1500 nouveaux produits qui arrivent sur le marché français par an. Par rapport aux autres? Par rapport aux autres, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis, où on en compte environ 15 000. C'est moins qu'au Japon, 3 000. C'est l'équivalent des autres pays européens, comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou les Pays-Bas. Sur ces produits, 7 sur 10 ne passent pas le cap. Malheureusement, c'est un constat terrible. 7 produits sur 10 ne passent pas le cap des 2 ans de présence en magasin. C'est un gâchis énorme quand on sait ce que représente en termes de coût un lancement de produits sur le marché français. Ça peut aller pour les plus grosses entreprises, jusqu'à plusieurs dizaines de millions de francs. De lancer un produit. Alors ceux que vous nous avez amenés coûtent peut-être moins cher à lancer, enfin certains peut-être aussi cher. Quelles sont les grandes tendances et qu'illustrent-ils? Aujourd'hui, on observe partout dans le monde 3 grandes tendances. La première, c'est l'aspect santé, écologie. Là, j'ai par exemple le produit, une bouteille d'huile, c'est commercialisé au Japon, c'est une bouteille d'huile enrichie vitamineux, très positionnée santé. C'est le packaging surtout. Et le packaging est novateur puisqu'il est véritablement écologique. C'est plus cher? C'est plus cher au lancement et après on atteint les standards de prix habituels. Quand vous dites vitamine E, ça c'est pas un gadget, mais enfin c'est une idée marketing, la garantie des nutritionnistes qui eux parfois disent c'est plus du marketing qu'une réalité. La vitamine E ne fait pas de mal. C'est un plus marketing, c'est certain. Ça plaît au consommateur. Le consommateur, pour ce type de produit, réclame par exemple de la vitamine E. C'est ça, ça fait pas de mal, mais enfin, ça fait rien n'est prouvé pour le moment. Oui, c'est ça. Il y a un grand débat médical. Certains médecins disent oui, c'est plus un gadget d'industriel qu'une réalité médicale. Alors, il y a dans la santé, vous avez d'autres exemples. On a une bouteille d'eau de mer par exemple, pour faire cuire du poisson. Toujours au Japon, une bouteille d'eau de mer pour cuire du poisson, parce que le poisson est meilleur préparé dans l'eau de mer. Les Japonais sont friands de poisson et préfèrent le consommer comme ça. C'est sorti au Japon. Ça pourrait, pourquoi pas, arriver en France. Très bien. Alors, deuxième tendance. Deuxième tendance, c'est l'aspect pratique. Le consommateur aujourd'hui veut du pratique. Par exemple, vous m'avez amené de l'omelette en briques. De l'omelette en briques, c'est un produit qui est apparu sur le marché espagnol, qui pourrait également arriver sur le marché français. C'est pratique, ça va beaucoup plus vite quand on est consommateur d'omelette, gros consommateur d'omelette. Voilà, en Espagne, c'est vrai qu'ils mangent beaucoup d'omelettes. Est-ce que ça pourrait marcher en France? Ça existe. Oui, ça enlève le plaisir de casser les œufs. Dans la restauration, il y en a beaucoup. Dans la restauration, ça marche pour la restauration, mais souvent, l'innovation aussi, c'est pas sur certains marchés, sur d'autres marchés comme la restauration, et qui sont calqués sur le marché grande consommation pour les consommateurs. Pour les industriels, ce sont d'énormes marchés, la restauration par exemple. Alors, l'eau, là, on a de l'eau en sachet Vittel qui existe en Suisse. Pourquoi pas en France? Parce que c'est assez pratique. Ça pourrait également arriver sur le marché français. C'est un produit qui, effectivement, est assez pratique, surtout dans la destruction du produit, parce que le produit, il faut l'acheter, il faut le consommer, mais il faut le détruire, le jeter à un moment donné. Et ce produit-là, chacun sait que se débarrasser d'une bouteille d'eau minérale en plastique, c'est pas pratique dans la poubelle. Avec un petit sachet en plastique comme ça va beaucoup plus vite. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une des grandes préoccupations de savoir
ensuite ce qu'on fera des emballages. Et là, il y a des innovations donc pratiques, des innovations de goût aussi. C'est la dernière tendance. Des dernières tendances, c'est le goût, la recherche de goût, le plaisir par le goût, les produits traditionnels, mais aussi des produits avec beaucoup de goût. Et notamment, il y a une... Voilà, on observe, c'est une tendance qui vient des États-Unis. On voit arriver ça, poindre ça en France. Ce sont des produits forts, des produits pimentés. Et on recherche le goût véritablement. Et dans des domaines dans lesquels on n'avait pas l'habitude de trouver ce type de produit. Du chocolat au piment, pourquoi pas. De la confiserie au piment. Ce sont quoi? C'est des chewing-gums au piment, c'est ça? Oui, ce sont des chewing-gums. Et ça. Et puis il y a du café aussi. Et du café, même de la bière avec le piment à l'intérieur, de la bière au piment. Alors ça, on trouve ça aux États-Unis. Bon, écoutez, c'est pas mal. Oui, dans la santé, il y avait aussi, ça je l'avais oublié, mais c'est pas mal quand même, de la boisson tonique naturelle pour chiens, même les chiens. Voilà, même les chiens. Ça a été testé pendant plusieurs années au Japon et ça vient d'arriver sur le marché français cette fois-ci. J'imagine qu'on va avoir du courrier, mais vous savez, les chiens aussi, bon, évidemment les chiens, mais bon. Pourquoi pas? Bon, alors, il y a aussi, alors ça arrive d'Angleterre, de la bombe à fromage. C'est comme de la mousse à raser, mais c'est du fromage. Oui, non, ça arrivera jamais en France. Il y a quand même, parce que malgré toutes ces innovations, il y a quand même des choses. C'est comme le marshmallow à tartiner. Enfin, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à manger. C'est des produits qui sont tout à fait adaptés à leur pays. Et il faut tenir compte des particularités locales. En France, le pays du fromage, je vois mal se produire ici. Xavier Terlet, merci. 50% des produits que nous mangerons dans 10 ans, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Voici un aperçu donc de ce que nous mangerons peut-être. Cette émission se termine. La semaine prochaine, on retrouvera le cours habituel des enquêtes de Capital. Airbus, les milliards du ciel. C'est le titre de notre prochaine enquête. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Christian Blachas, Anne Magnien, Culture Pub, et puis ensuite votre film du dimanche soir. Bonsoir. Capital, à suivre la semaine prochaine avec Compaq, constructeur informatique. Compaq, à suivre